Je vais appeler à la table les intervenantes de la table numéro 2 sur MeToo, la révolte des femmes contre l'impunité. Donc Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol, qui est médecin de la protection maternelle et infantile en Seine-Saint-Denis. Anaïs Desfosses, avocate, membre de la force juridique de la Fondation des femmes. Julie Couturier, bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Merci. Et Gwenola Jolikos, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers. Très belle arrivée. Ah, ouais. On va commencer par un cadrage scientifique. Bien, ça va et toi ? Très bien. Sur la réception de la parole des femmes dans la justice pénale par Maëlys Derenemenil, qui est juriste et formatrice et consultante sur les violences sexistes et sexuelles, ancienne chargée de mission égalité et diversité de l'université de Paris-Nanterre. Mais avant, je vois que Marie-Mère Cadbrun va prendre la parole. Voilà, je voulais juste présenter Maëlys, qui justement est sortie de l'école de droit de Sciences Po, qui a fait un merveilleux mémoire que j'ai pu suivre, où elle a fait plus de 40 entretiens sur les acteurs judiciaires et juridiques, et juste les acteurs en général, qui devaient confronter les violences sexuelles et sexistes, qui s'appelle « La parole des femmes victimes de violences sexuelles dans la justice pénale française ». Je suis très fière. À bientôt. Bonjour à toutes et tous. J'ai très peu de temps, donc je vais rentrer directement dans le sujet. S'il est une constante qui se dessine dans nos récits fondateurs, notre tradition philosophico-littéraire, notre histoire criminelle, et qui mérite d'être soulignée pour appréhender la réception contemporaine par la justice de la parole des femmes victimes de violences, c'est bien le fait que les femmes, à travers leurs paroles au mieux, je cite, caquettent, persiflent, aboient, semant troubles et querelles, et au pire, mentent, conformément à l'adage latin « ne mulieribus credite », qui avertissait de ne surtout jamais croire la parole des femmes, cela en raison notamment de leur penchant naturel à la séduction et à l'inconstance. Cette présomption de mensonge qui pèse sur les femmes est exacerbée lorsqu'il s'agit de dénoncer les violences subies. La première mention de viol dans la Genèse ne décrit-elle pas précisément le mensonge inventé par la femme de Putiphar à l'encontre de Joseph pour venger ses infructueuses tentatives de séduction ? En outre, la tradition littéraire est émaillée de récits de femmes privées par les hommes de tout espace d'expression. Io, violée par Jupiter au livre 1 des Métamorphoses d'Ovide, se voit retirer l'usage de la parole par le dieu qui la transforme en vache pour que le forfait ne soit pas découvert. Privée de parole et condamnée à mugir, Io trace des lettres sur le sable pour faire entendre sa voix. Philomèle, violée au livre 6 des Métamorphoses par son beau-frère, subit une mutilation de la langue qui lui est arrachée par son violeur pour qu'elle ne parle pas. Privée de sa langue, elle tisse toutefois des lettres pour faire parvenir son récit à sa sœur. Ces femmes ont en commun la censure de leurs paroles et leur ingéniosité pour déployer des moyens graphiques d'expression. Ainsi, des personnages de l'Antiquité aux colleuses dans les rues aujourd'hui et au mouvement MeToo, les femmes ont toujours parlé, toujours trouvé des moyens d'expression pour dénoncer, révéler les violences subies. Dès lors, il est inapproprié de parler de libération de la parole des femmes après MeToo, car ce n'est pas tant la parole qui s'est révélée ou qui s'est libérée, mais l'écho inédit et public qui a fait résonner ces voix étouffées. Cette présomption de mensonge ou d'inconstance et de séduction prêtée aux femmes n'est pas sans conséquence dans la tradition de la pratique criminelle et pénale. Ainsi, en doctrine, pouvait-on lire sous la plume d'un pénaliste et magistrat italien, Prosperi Farrucino au XVIIe siècle, que la propension des femmes au mensonge justifiait l'absence de prise en compte de leurs témoignages dans une procédure judiciaire. Dans les franchises de certaines villes, on trouvait également au Moyen-Âge écrit sans détour qu'une femme qui se prétend victime d'un viol a nécessairement alerté la rumeur publique, sans quoi elle ne doit pas être crue. Côté défense, il ressort des plaintes de victimes et de leur réception par le personnel de justice, provenant d'archives criminelles du Moyen-Âge, une continuité dans les stratégies contentieuses adoptées et qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui chez certains avocats de la défense, et qui s'appuie sur ces représentations multiséculaires à travers la double alternative. S'il n'y a pas d'éléments matériels probants de nature à corroborer la parole de la plaignante, alors elle ment.
S'il existe des traces, des coups, des blessures, des traces de pénétration, des cris, la plaignante était nécessairement consentante ou a provoqué de quelque manière que ce soit l'acte dont elle prétend être victime. Dans les deux cas, sa parole est irrecevable. Ainsi naquit la distinction entre la bonne et la mauvaise victime, qui continuera à irriguer le droit pénal, mais également les manuels de médecine légale jusqu'au milieu du XXe siècle. Qu'en est-il aujourd'hui dans la justice pénale française, à l'heure où on peut entendre, à l'instar de l'actrice Adèle Haenel, que la justice nous ignore, alors nous ignorons la justice. Aujourd'hui et depuis MeToo, les témoignages affluent en grand nombre sur les réseaux sociaux à travers les hashtags double peine, paye ta plainte, prends ma plainte, ou dans des enquêtes statistiques diverses pour dénoncer les mauvais accueils que reçoivent les plaignantes par l'institution judiciaire ou policière à chaque étape de la chaîne pénale. Refus de prendre la plainte, imposition de la main courante sans le consentement libre et éclairé de la victime, remarques et commentaires sexistes, questions culpabilisantes. Tel est encore le lot d'un grand nombre de victimes. On le voit, il serait naïf de penser que la justice, en tant que vectrice de normes et de morale, ferait exception dans l'application de ces préjugés millénaires qui ont jalonné notre histoire culturelle. Mais ces biais sexistes qui interviennent souvent dès la première écoute se transmettent à chaque étape de la chaîne pénale et impactent l'issue judiciaire de ces dossiers. Cela d'autant plus que la parole des victimes est souvent le premier fondement de la procédure, mais surtout que les principes processuels du droit pénal imposent un niveau de preuve de plus en plus exigeant au fil des étapes de la chaîne pénale. Pour finir, sur un point positif, on ne peut que s'accorder aujourd'hui sur la prise de conscience réelle par la justice du rôle crucial de la première écoute, des premières auditions des victimes pour l'issue du dossier pénal et de la nécessité subséquente de doter la police et la justice de moyens suffisants en termes de formation, d'outils et de ressources humaines pour étayer et épaissir cette parole. On peut relever notamment la formation initiale et continue des magistrats et magistrates ou la prise en charge pluridisciplinaire de l'accueil des victimes. Pour conclure, je souhaiterais emprunter les mots de Gisèle Halimi prononcés à l'occasion du procès d'Aix-en-Provence. Le viol, comme le racisme, comme le sexisme dont il relève d'ailleurs, est le signe grave d'une pathologie socioculturelle. La société malade d'un viol ne peut guérir que si, en ayant fait le diagnostic, elle accepte de remettre radicalement en question les grands rouages de sa machine culturelle et son contenu. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce cadrage qui permet de comprendre que les difficultés, les maux que nous vivons aujourd'hui ne pourront être dépassés que si nous prenons une perspective qui est à la fois historique, théorique et politique, et que la gravité de la pathologie doit être regardée en face pour pouvoir en effet être dépassée. Donc merci pour ce cadrage. Nous allons avoir une table ronde riche et dense afin de pouvoir donner la parole à des actrices et des acteurs, des regards complémentaires. Nous allons commencer par 2 vidéos qui sont un peu un pas de côté dans une logique à la fois généalogie dans le temps, mais aussi décalage un peu dans l'espace, puisque nous allons d'abord regarder une vidéo de David Oppenheimer, qui est professeur de droit, directeur du Beckerle Center on Comparative Equality and Anti-Discrimination Law, qui va nous donner à voir en quoi ce qui est en train de se passer avec MeToo s'inscrit plus largement dans une généalogie d'élargissement des droits qu'il inscrit dans une perspective américaine, dans une remise en cause aussi du racisme systémique. Et puis, dans un deuxième temps, on regardera une vidéo de la codirectrice du groupe de travail sur le harcèlement sexuel et la violence du même institut, qui, elle, nous amènera à voir comment ça peut entraîner des changements concrets, en particulier, elle, sur le territoire de la Californie. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un écho. Non, c'est moi. Donc on va regarder ces 2 vidéos et ensuite on en viendra à un questionnement sur à la fois les avancées et les résistances au niveau français. Et c'est vrai que là, on est mal placé. Bonjour, je m'appelle David Oppenheimer and je ne parle pas beaucoup de français, so I will speak in English. I want to thank you all for inviting me to join you
in this important and interesting meeting. I want to particularly thank Marie Marcotte-Brun for all of the work that she has done addressing these important issues. And it's really a thrill to be able to participate, even if by video conferencing. In the United States, as in many parts of the world, we have a serious problem with men who have been accused of sexual harassment or sexual violence, suing their accuser, turning the tables, claiming that they've been defamed, and really twice abusing the women, it's almost always women, who have been abused. And I recognize that there are occasions where there are false accusations, but everything indicates that those are very rare. And many of these defamation actions are lawsuits that are really without merit. They are strategic. The advantage that we have in the United States over many parts of the world is an advantage related to the burden of proof, a lawyerly dull subject. But in most of the world, if a person is accused of defamation, the burden is on them to prove the truth of their statement. In the United States, a person who accuses another of defamation must prove, as one of the elements of defamation, that the statement was false. And if the person being defamed is a public figure, they must also prove that it was knowingly false or made with reckless disregard for truth or falsity or made for malicious purposes. That makes it considerably harder for the man accused of harassment to turn around and sue for defamation. And the story of how we got there is, I think, an interesting story. It happened in the early days of the civil rights movement that a group of supporters of Dr. Martin Luther King took out an advertisement in the New York Times asking people to support Dr. King and the civil rights movement with financial donations. It described a number of incidents that had occurred in the South, including incidents that had occurred in Alabama. And a public official in Alabama said, gee, they didn't use my name, but they're talking about me. And they've made some technical errors. They've made some small errors of fact. They said people who were sitting in were singing the song, My Country 'Tis of Thee, when in fact they were singing America the Beautiful. And so he sued. He sued Dr. King, he sued other civil rights leaders, and he sued the New York Times for defamation. And at that time, it was the obligation of the defendants, Dr. King and the Times, to prove the truth of each statement. And with the burden on them, an all-white, racist Alabama jury awarded the plaintiff, this public official, $1 million from the New York Times. Well, it was clear that if that was to continue, and this was the first of 4, 5, 6 suits that were filed in rapid succession, the New York Times simply couldn't cover the civil rights movement, nor could the television networks, nor could any newspaper. The civil rights movement would have been silenced by these defamation cases. But the US Supreme Court ruled that because freedom of speech is protected under our Constitution, that it's the burden of the plaintiff to prove the falsehood of the statements and the material falsehood of the statements. And that's why American law is a little bit different, and in some ways perhaps
a little bit better and more protective of victims of harassment who are subjected to lawsuits. I think my time is up, and I'm sorry I can't answer questions. It would be difficult under the circumstances, but I do wish you all a wonderful, wonderful conference, and thank you for indulging me in talking about US law. Greetings, my name is Anne Noel. I am the co-director of the Gender Harassment and Violence Working Group with the Berkeley Center on Comparative Equality and Anti-Discrimination Law. UC Berkeley law professor David Oppenheimer, the Berkeley Center's founder, and I are the co-editors of a book, The Global Me Too Movement, published in 2020. I wish to thank Professor Marie Mercat-Broom and the Fondation des Femmes for inviting me to speak to you today. Marie wrote a vital, excellent chapter in our book, chronicling the Me Too movement in France, and the Fondation des Femmes gave the Berkeley Center essential help at the beginning of our book project to bring authors together in Paris to discuss the early chapters of the book. I'm going to talk to you today for a few minutes about the changes in California employment law in response to the Me Too movement. As the former general counsel for California's equality body, the California Fair Employment and Housing Commission, I worked with California feminists for 30 years to pass strong laws against harassment. We were humbled to realize how little we had accomplished when the tsunami of Me Too complaints began in 2017. In 2017, California law covered all California employers for harassment complaints, provided an affirmative duty for employers to take, quote, all reasonable steps to prevent harassment from occurring, made employers strictly liable for harassing conduct of supervisors, held the harassing employee also personally liable, and required larger employers to provide anti-harassment training to their employees. And yet, none of these measures seem to have made a difference. Anti-harassment training provided virtually no difference in harassment rates and was used by employers to shield themselves from liability, to prove that they had taken all reasonable steps to prevent harassment from occurring. Courts made it difficult to prove that harassing acts were sufficiently egregious to create a hostile working environment. Employees who complained were routinely fired, and very few employers faced any consequences for doing so. Employers required employees who had filed harassment complaints to sign non-disparagement agreements, called NDAs, as a condition to settle a case. These NDAs prevented employees from sharing their charges of harassment with others and meant that serial predators like Harvey Weinstein could continue to harass others. And many employers required new hires to sign mandatory arbitration clauses as a condition of employment, forcing employees to litigate their complaints before an arbitrator. Because arbitrators' repeat business is always with employers, not individual employees, arbitration notoriously favors employers with no opportunity to appeal unfavorable rulings. In 2017, among the many California Me Too complaints were complaints by California legislative female staff who alleged that they too had been harassed by legislators and other staff. The legislature assigned investigators to review the complaints who substantiated many of the charges. The legislature held hearings and made recommendations on how to strengthen California's laws to fight harassment. Here are just a few of the changes that the California legislature has made in the last 4 years, and one hugely important change that Congress made this year. California liberalized the standard for proving sexual harassment, stating that a single instance of harassment may be sufficient for a hostile environment claim. It extended the statute of limitations from 1 to 3 years to file a complaint. It expanded employer liability for harassing acts of non-employees who harass employees, applicants, unpaid interns, and volunteers. It took away the secrecy of harassment claims by forbidding employers from conditioning employment, continued employment, a raise or a bonus on signing an NDA, a non-disparagement agreement, forbidding disclosure of harassment claims.
It expanded training requirements to cover employers with 5 or more employees and required that the training include bystander intervention training, providing information and practical guidance to enable bystanders, such as co-employees, to recognize potentially problematic behaviors and provide the motivation, skills, and confidence to intervene as appropriate. Bystander training, unlike traditional training, has been demonstrated to prevent harassment. Provided new industry-specific training requirements for farm workers and migrant workers, talent agencies, building and construction apprenticeships, home health aides, janitorial employees, attorneys and state judges, college and high school students to receive training about harassment in their orientation program and materials, and youth in the entertainment industry. It prohibited settlement agreements to prevent or restrict the aggrieved person from obtaining future employment with their employer or subsidiaries. And a huge victory for women under both California and now this year federal law, employers cannot require mandatory arbitration for sexual harassment claims. What is yet to be accomplished under either California or federal law is an acknowledgement that harassment prevents equality for women and other targeted groups, such as gays, lesbians, transgender individuals, and other non-binary employees from achieving full equality. In America, we stubbornly continue to think of harassment as an individual problem between a solitary harasser and his targeted victim, often a woman, rather than acknowledging how harassment is a societal problem that requires societal solutions. So many of the changes that we have made here in the United States have focused on individual litigation rather than looking at societal disparities in income, status, and power between men and women, which make women vulnerable to harassment. We have much to learn from you, our sisters, in France and Europe. I have given you a list of changes California has made to prevent and respond to harassment in the workplace in California. Time restrictions prevent me from going into details on many of these provisions. I would welcome any questions that you might have. Marie has my contact information. I wish that I could join you in person and wish you well on our shared goal of improving equity and respect in the workplace for all employees, regardless of gender. Alors c'est très intéressant de voir comment, pour comprendre et agir, il faut à la fois prendre une grande épaisseur historique pour comprendre les phénomènes d'impunité, de loi du silence, de procès Bayon, mais aussi de voir comment concrètement des choses peuvent avancer, mais peuvent avancer plutôt dans une logique de responsabilité individuelle que de reconnaissance de leur dimension systémique. Donc on va maintenant se pencher plus sur le cas de la France. Je vais tout de suite donner la parole à Emmanuelle Piette, donc présidente du collectif féministe contre le viol, qui abordera, elle, les résistances, les difficultés, en particulier en ce qui concerne le filtre que constitue la prise de plainte et la nécessité d'aborder aussi la question du rôle de la police et de l'articulation entre les différents types d'institutions et d'interlocuteurs. Je la laisse développer, mais elle a vraiment une idée qui est de bien sûr percevoir ça dans toute la complémentarité des acteurs et des institutions en présence. Il faut appuyer, non, ça marche. Bonjour. Le collectif féministe contre le viol a été créé en 1985 et anime depuis 1986 la permanence téléphonique Viol, Femmes, Information. Tous les jours, entre 7 et 44 nouvelles personnes appellent la permanence pour dénoncer un viol. Ça fait plus de 75 000 personnes qui ont appelé au moins une fois la permanence téléphonique Viol, Femmes, Information. Et puis, depuis l'année dernière, nous animons aussi la permanence téléphonique de la Civise, violence sexuelle dans l'enfance, et on a eu plus de 2000 appels pour l'année 2021. Voilà. Je ne suis pas juriste, et ça m'énerve un peu qu'on dise qu'il faut aider les femmes à parler. Parce que nous, la première fois qu'on a fait un film avec la première femme du groupe de parole de victimes d'inceste, en 1987, avec Carole Rossopoulos, les filles, elles avaient demandé
à ce qu'on appelle le film « La conspiration des oreilles bouchées ». Ça fait un certain temps. Et depuis, on ne s'est pas arrangé. C'est-à-dire que ce qu'on voit et ce qu'on entend à chaque fois qu'on entend une femme témoigner, c'est qu'elle a essayé de dire quelque chose. Elle a essayé de parler. Mais les autres, ils n'entendent rien. Et nous faisons partie des autres. Cette écoute attentive nous a permis de développer ce que j'ai entendu ce matin dont on parle, la stratégie de l'agresseur, c'est-à-dire que ça y est, on a accepté de penser que ce n'est pas une pulsion, ils font ça de façon stratégique, en choisissant leur victime, en l'isolant, en la terrorisant, en inversant la culpabilité, en lui donnant des consignes de silence ferme. Et ça marche. Et ça marche. Et les présumées menteuses, c'est ça, hein, la présomption d'innocence, le corollaire, on nous l'a dit scientifiquement tout à l'heure, mais c'est qu'on est des présumées menteuses. Il faudrait un jour qu'on les prenne au sérieux. Et est-ce qu'on pourrait au moins avoir une présomption de crédibilité au regard de cette présomption d'innocence? Ça serait un minimum. Et puis, ce qu'on a beaucoup vu, beaucoup entendu chez les femmes, c'est avant la justice, l'accueil police-gendarmerie. On dit les plaintes ont augmenté, mais on a fait 2 études juillet-août l'année dernière, pendant qu'on avait un peu moins de travail, sur ce que disaient les femmes sur les accueils police-gendarmerie. Les refus de plainte, c'est monnaie courante. Alors là, ce n'est pas comptabilisé. Elles viennent, on leur dit, vous avez vu comment vous étiez habillés? Terminé, elles s'en vont, elles ne reviendront pas. Donc c'est ça. C'est une espèce de loterie. Et nous, on ne veut plus de loterie. T'as du pot, t'es tombé sur un policier formé. T'auras peut-être un truc un peu bien fait. Mais aussi, tous, ils ne sont pas formés, ou pas beaucoup. Et nous, vraiment, maintenant, on sait que ce n'est pas possible, il faut arrêter ça. On a besoin de policiers et de gendarmes volontaires, sélectionnés, formés, pour s'occuper des victimes de violences sexuelles. Ça existe à Bruxelles, ça existe en Belgique, ça existe dans d'autres pays. Tu ne peux pas tomber sur un qui ne sait pas, parce que ce n'est pas possible. Et c'est un centre pour 1 million d'habitants en Belgique. Et l'accueil, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution pour qu'on arrête d'avoir cette loterie infernale pour les personnes victimes de viol. Je dis personnes parce que pour les enfants, c'est exactement pareil, c'est infernal. Donc, il y a vraiment une nécessité. Les centres bruxellois, je vous les décris 2 minutes. Combien de temps j'ai, moi, d'abord? 10 minutes. D'accord. Ouais, mais j'ai oublié. Puis je vais gratter. Les centres belges, c'est d'abord des centres hospitaliers parce que quand t'es victime de viol, d'abord t'es blessé. Et bien donc on va voir si t'es pas abîmé, si t'as pas des bleus, si on peut t'arranger des trucs, si tu risques pas d'être enceinte, si t'as pas attrapé des saletés, tout ça. Et puis on va tout de suite, faire des prélèvements conservatoires si ça peut. À la fois biologiques, recherche de sperme, etc. dans les orifices. Ce que tu racontes n'est pas n'importe où. Et puis des prélèvements sanguins, si tu dis qu'on t'a endormi, machin, etc. Tout de suite. Et puis même, on peut te couper une mèche de cheveux, et puis même, on va prendre tes sous-vêtements, et puis après ça, on va t'en donner des propres, ce qui est plutôt sympa. Et puis tu veux te laver parce que c'est fini, on n'aura plus besoin de preuves. Et puis là, si tu veux, et seulement si tu veux, tu peux porter plainte. Et à ce moment-là, un de ces policiers que je vous ai décrits, sélectionnés, volontaires, formés, viendra recueillir votre parole. Pour dire l'ambiance, hein, je le dis parce que c'est tellement sympa, eh bien, ils viennent en civil, en voiture banalisée, parce que si toutefois il fallait te ramener, tu ne te ferais pas afficher dans le quartier. Vous voyez, l'ambiance est différente. Et le résultat de ça, quand même, c'est à Bruxelles, 60% des personnes qui fréquentent ces centres portent plainte. Ici, on est à moins de 10%. Donc, on sait, on la connaît, la solution. Donc, il n'y a plus qu'à tendre vers. Mais je pense que déjà, une plainte bien prise, des éléments de preuve bien recueillis. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous savez, mais si vous avez été violé et que vous voudriez un peu de conservation de preuves, à part 200-300 volontaires, vous ne pouvez pas aller aux UMJ. Hein. Il faut une réquisition. Et alors, c'est bizarre. D'une part, on a 20 ans pour porter plainte, puis de l'autre côté, si tu n'as pas de réquisition, ben, tes preuves... Alors après, on te dit, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et quand même, là, on voit bien que tous les éléments ne sont pas donnés pour prendre en compte la parole des femmes.
et des victimes. J'ai dit la loterie, j'ai dit la présomption de crédibilité, j'ai dit Bruxelles. Bon, ça va. Ça va ? Ouais. Vous avez encore un peu de temps. Ouais, mais c'est bon. Merci d'avoir autant dit en si peu de temps. J'espère qu'on pourra de nouveau refaire tourner la parole, mais je vais d'abord donner la parole à Anaïs Desfosses, avocate, donc membre de la force juridique de la Fondation des femmes. Par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on a dit tout au long de la journée sur l'importance de la formation, je note qu'elle a elle-même suivi des diplômes universitaires complémentaires sur les violences faites aux femmes à Paris 8, sur la réparation du dommage corporel à l'Université Capitale Toulouse. Qu'elle est maintenant intervenante dans un diplôme universitaire violence et santé à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Donc on voit qu'il y a aussi quand même des formations qui se développent. Et puis elle a été responsable de la commission défense des droits des victimes au sein du barreau de la Seine-Saint-Denis et membre du Conseil de l'ordre de ce même barreau. Donc je vais vous donner la parole en particulier pour que vous parliez de la pratique professionnelle des avocats et que vous abordiez le constat de l'impunité sous l'angle de la profession d'avocat. Oui, merci de me donner la parole. Alors, je vais me permettre de dire avocate. J'y suis très attachée, comme l'a été ma consoeur Zoé Royaux ce matin, mais pareil, ce vocabulaire-là est important. On ne m'entend pas assez. En fait, il y avait un écho tout à l'heure quand parlait Emmanuel Piette, donc j'ai essayé de limiter l'écho. Moi, ce que je constate, c'est que effectivement, il y a une prise de parole, pour reprendre ce que nous a dit très justement Geneviève Fraisse ce matin, qu'effectivement, il y a de plus en plus de médiatisation, qu'effectivement, publiquement, il y a une parole qui est tenue. Mais ce que je constate, moi, en pratique, c'est qu'il y a eu plus de plaintes depuis MeToo, mais je ne constate pas plus de condamnations. C'est ça, mon constat aujourd'hui. Alors forcément, pour ce colloque aujourd'hui, j'ai essayé de m'interroger et je vais vous livrer les éléments de réflexion que j'ai pu trouver. Moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de violences ne sont pas audibles, en réalité. Quand on parle de violences intrafamiliales, quand on parle de violences sexuelles à l'encontre des enfants, quand on parle de viols conjugaux, ce n'est pas audible. Et ce n'est pas audible, dès qu'on passe la porte d'un commissariat, on n'a pas envie d'entendre parler de violences sexuelles faites aux enfants, on n'a pas envie d'entendre parler de viols conjugaux. Et ça, c'est une réalité. Quand on parle de violences sexuelles aux enfants, la première chose qui va venir, non mais c'est la mère qui instrumentalise. C'est pour ça qu'il y a un dépôt de plainte. Quand on parle de violences, quand on parle de viols conjugaux, aujourd'hui, vous savez, il y a des PV de plainte, il y a des trames, en fait, qui sont données à peu près dans tous les commissariats, où quand vous venez pour des violences intrafamiliales, on vous balaye tous les types de violences. Alors la trame, elle est très intéressante parce que pendant des années, on ne s'est pas intéressé aux autres formes de violences, donc on parle des violences administratives, des violences économiques, est-ce qui vous a pris vos papiers, est-ce qu'il y a des violences physiques, puis on termine par les violences sexuelles. Alors c'est bien de poser les questions, on a suffisamment dit pendant des années que les questions n'étaient pas posées, mais encore faut-il l'accepter la parole quand la femme vous dit que oui, en fait, elle n'était pas consentante pour les rapports sexuels avec son mari, que peut-être il a mis son numéro de téléphone sur des sites internet pour que des tiers la contactent pour avoir des rapports sexuels. Alors on l'a dans les PV de plainte, mais on ne le traite pas. On ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne le traite pas. Ça donne quoi en pratique ? Ça donne que, par exemple, pour les dossiers de viol, et pas que les dossiers de viol conjugaux, je ne sais pas si vous savez, mais en France, on a contravention, délit, crime. C'est ça, la hiérarchie des normes qu'on nous apprend à la fac. Les viols, c'est dans les crimes, en fait, c'est dans les actes les plus graves. Et pour autant, ce que moi, on m'a appris en fac, c'est que quand il y a un crime, il y a une ouverture d'instruction. On nomme un juge d'instruction ou une juge d'instruction pour diligenter les investigations sur ces affaires. Dans les faits de viol, j'ai des instructions ? Quasiment pas. J'ai des enquêtes préliminaires dans les services de police, et puis, à la fin, peut-être, sur un coup de chance, j'aurai tout en bout de course une instruction et peut-être un renvoi devant une cour d'assises. C'est ça, aujourd'hui, la réalité de ce dont on parle. Une petite aparté, et je vais rebondir sur ce qu'Emmanuel Piette vient de vous dire. Le nerf de la guerre aussi, c'est les conditions d'accueil.
Quand vous passez la porte d'un commissariat, c'est ce que je viens de vous dire, il y a des choses qui ne sont pas audibles encore pour les policiers et les policières. La formation, elle est existante, mais pas suffisante. On a du personnel pas assez formé. Et puis, il y a des choses très matérielles. Je ne vais pas reprendre l'exemple que vous venez de citer de Bruxelles, mais moi, aujourd'hui, quand je viens dans un commissariat, je n'ai pas de salle adaptée. Les salles Mélanie pour les enfants victimes de violences sexuelles, il n'y en a pas partout, mais pas que pour les enfants. Une femme, elle va être au mieux, quand je suis dans les meilleures conditions possibles. J'ai un bureau avec des affiches souvent douteuses. Quand j'arrive à négocier pour que ce soit quand même une policière qui soit là, je m'en sors pas trop mal, parce que généralement, la femme victime, elle vous dit qu'elle préférait être entendue par une femme, ce qu'on peut quand même entendre. Et puis, je dois même batailler pour que son collègue dont elle partage le bureau, il soit pas là pendant l'audition, et puis qu'il soit pas en train de prendre la plainte de Monsieur X à qui on vient de voler son vélo. C'est ça les réalités encore aujourd'hui des commissariats quand on vient déposer plainte. Donc, pas des conditions adaptées, pas des locaux adaptés, pas des services spécialisés. Ça devrait en réalité toujours, les affaires d'agression sexuelle et de viol, ça devrait toujours être traité par un service spécialisé du début jusqu'à la fin. Je dois même encore batailler, moi, aujourd'hui, comme avocate, pour dire si j'ai le droit d'être à l'audition, en fait, j'ai le droit d'être là. Et ça, c'est encore une bataille aujourd'hui. Et puis, en fait, moi, j'en ai marre qu'on s'intéresse, qu'on mène les enquêtes, les instructions et les jugements sur la tête des victimes. Je m'explique. Aujourd'hui, la stratégie de l'agresseur que nous a rappelé Emmanuel Piette, moi je ne l'ai pas dans les PV d'audition. Alors nous on essaye, comme avocate, quand on a notre temps d'observation et de questions, de changer la donne et d'amener le sujet sur ça. Mais en fait, on n'interroge que la victime. On ne se demande pas si ce qu'elle dit... on ne considère pas que ce qu'elle dit est vrai. On cherche à savoir si c'est vrai. Ce n'est pas ça des investigations normalement. Les investigations, c'est à charge et à décharge. Et venir dire aujourd'hui, comme vous le dit Emmanuel Piette, mais comme le dit aussi Ernestine René, la présomption de crédibilité, c'est pas venir l'opposer à la présomption d'innocence. Je crois qu'aucune d'entre nous aujourd'hui conteste le principe de la présomption d'innocence. Mais c'est venir dire que ce principe-là, cette présomption d'innocence-là, c'est pas ce qu'on doit nous opposer systématiquement pour pas s'interroger sur la tête de l'agresseur et plus exactement les actes qu'il a pu commettre. Quand on vous dit présomption de crédibilité, c'est quand la femme passe la porte, croyez-la, faites votre travail d'enquête et dans votre travail d'enquête, posez-vous les questions de stratégie de l'agresseur plutôt de savoir comment madame, elle était habillée ce jour-là. En fait, c'est pas le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, c'est encore ça qu'on trouve dans les commissariats, c'est encore ça qu'on trouve dans les procès. Juste en quelques secondes pour terminer, deux choses. On a quand même aujourd'hui de plus en plus... la stratégie de l'agresseur, elle va loin parce que les victimes, elles se font attaquer. Alors on a parlé de dénonciation calomnieuse, c'est une réalité et c'est de plus en plus une réalité pour les affaires médiatiques comme pour les affaires moins médiatiques. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça veut dire qu'il faut trouver la force de se défendre, de se faire défendre dans une autre procédure. Ça veut dire aussi que les avocats et les avocates engagés, il faut aussi qu'on trouve le temps, l'énergie, la force de continuer dans ces procédures-là. Et je peux vous assurer que ce n'est pas si simple que ça en réalité. Et puis c'est aussi l'attaque encore. J'ai lu un article dans Le Monde il y a quelques jours qui disait que les choses avaient favorablement évolué sur le travail des avocates féministes et engagées. Alors oui, ça a sans doute évolué. Peut-être suis-je encore un peu jeune pour avoir le recul suffisant, mais moi, quand je rentre dans une cour d'assises ou dans une audience correctionnelle, je suis encore vue comme une femme, je suis encore vue comme une femme féministe et je suis encore vue comme quelqu'un d'engagé. Alors on ne m'appelle pas ma chère consoeur, on m'appelle confrère et même quand je le dis, on continue à m'appeler confrère en fait. Je me prends des piques quand je plaide et forcément on s'interroge, c'est ça aussi notre pratique. Et on se fait même malmener dans la presse. J'ai une pensée notamment, et pour ces derniers jours, pour notre consoeur Élodie Tuaillon-Ibon, qui se fait attaquer de manière absolument scandaleuse dans la presse. C'est aussi ça, aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons peut-être un peu de temps pour développer les axes d'amélioration. Ou... Oui, si vous voulez maintenant. Je pensais que vous passiez après. Oui, sur les axes d'amélioration, alors forcément ça résulte déjà de ce que je viens de dire.
Premier axe d'amélioration, et même si ça vous fait redite, mais pour aller un tout petit peu plus loin, vraiment, je souhaiterais, je suis presque en fait en train de faire une liste au Père Noël pour la fin d'année, mais à la Mère Noël, ça marche aussi. Ouais, t'as raison. C'est mieux même d'ailleurs. Elle doit être beaucoup mieux. Vraiment la prise en compte sur la tête de l'agresseur et cette notion de stratégie de l'agresseur, et je vais me permettre de faire un petit parallèle sur les violences intrafamiliales qui incluent, vous l'aurez compris, les violences sexuelles. Tant qu'on ne s'intéressera pas au comportement de l'agresseur, aux stratégies qu'il met en place, au comportement, ce qu'on appelle contrôlant, au contrôle coercitif dont vous a parlé Isabelle Rome ce matin, dont peut-être tout le monde n'a pas encore entendu parler aujourd'hui. Il y a plein de travaux de recherche à l'international, il y a des législations qui ont évolué, notamment en Écosse, c'est en train d'évoluer en Australie. Je l'espère fortement, et je crois que c'était le message de la ministre ce matin, que ça va être pris en considération en France. Je pense que ça va changer la donne au niveau de la justice, de se dire, oui, on a tous compris l'emprise. Alors moi, je dois dire, j'ai pas en fait tout à fait compris, j'ai un vrai problème avec cette terminologie d'emprise. Le psychotraumatisme et ses conséquences, oui, ça me parle. L'emprise, un peu moins en réalité, je pense que c'est une terminologie qui est mal utilisée. Par contre, parler de contrôle coercitif, à quel point tous les pans de la vie, qu'on parle de violence physique, de violence économique, de violence administrative, de contrôle quotidien dans la durée, là oui ça me parle, et je pense que quand on s'intéressera à ça, forcément la justice sera un peu différente. Et ça vaut évidemment également pour les violences sexuelles. Des juridictions spécialisées, alors peut-être faudra-t-il travailler sur la terminologie, parce que spécialisé, ça en braque plus d'un, pour dire les choses un peu poliment, mais en tout cas des juridictions dans lesquelles, spécifiquement, on parlera de violences faites aux femmes et aux enfants, et donc de violences de genre. Et tant qu'on n'aura pas ça, à mon sens, la justice n'avancera pas positivement. On a besoin, au sein d'un pôle, au sein d'une juridiction, d'avoir des magistrats et des magistrates spécialement formés, volontaires, pour traiter de ces sujets, parce que je pense que ça fait partie aussi de la réponse. Si on ne se porte pas volontaire, ça me semble un petit peu compliqué de rendre la justice. Ça nécessite aussi qu'au sein de ces juridictions pour les violences intrafamiliales, on ait tout, le pénal, les affaires familiales, l'assistance éducative, pour que les gens se parlent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, à part de temps en temps au décours d'un couloir pour essayer de se rendre service, mais ce n'a pas été pensé de manière pérenne dans un système. Et puis, évidemment, et j'en terminerai par ça, la formation, on l'a beaucoup dit depuis ce matin, mais partout. Moi, j'ai fait un master de droit pénal et sciences criminelles. Je ne crois pas avoir entendu parler des victimes. On m'a parlé de constitution de partie civile, on m'a vaguement parlé d'indemnisation, je crois que c'est à peu près tout. Je fais l'école du barreau il y a un peu plus de 10 ans, on m'a parlé de droit des affaires, on m'a à peine parlé de droit pénal et certainement pas des victimes. Alors depuis, oui, il y a des formations, vous avez cité, j'en ai faites, mais je suis allée chercher des formations, des diplômes universitaires complémentaires, où il a fallu, à force de rencontres, à droite à gauche, on se rencontre en fait toujours les mêmes en réalité. Dans les colloques, dans les organisations, on voit toujours les mêmes associations, toujours les mêmes avocates, toujours les mêmes avocats, et on finit par se refiler les infos et à faire des formations de notre côté. Mais en réalité, ça, c'est pas viable dans la durée. Moi, je rêverais qu'il y ait ces formations, pas uniquement de manière continue, mais pour tout le monde, et y compris pour ma profession. Et puis, pardon, Réjeanne, un dernier mot. Je me l'étais en gros et je l'oublie. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un l'a eu aussi, mais je ne sais pas qui regardera au final les vidéos qui sont en train d'être tournées de nous, mais moi, je voudrais aussi m'adresser aux victimes et je ne voudrais pas qu'à la fin de ce colloque, elles se disent « Mon Dieu, il ne faut pas que j'aille déposer plainte ». Moi, je crois fermement qu'il faut continuer à déposer plainte. Je crois fermement qu'il faut nous faire confiance, avocates, avocats, associations, tout corps de métier qui ont envie de faire en sorte que les choses avancent positivement, continuer à nous faire confiance, continuer à nous contacter, continuer à contacter les associations. Je suis sûre qu'ensemble, nous ferons avancer les choses. Merci beaucoup de rappeler que pointer les dysfonctionnements ne veut pas dire lâcher le système, mais au contraire, comme on l'a dit depuis le début, se réapproprier le droit comme une arme et les institutions, les amener à être à la hauteur des principes qu'ils proclament et qu'ils sont censés appliquer.
Je vais maintenant donner la parole à excusez-moi, je ne veux pas faire d'erreur, Julie Couturier, donc bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Je lis dans votre présentation que vous animez vous-même pas mal de formations, en particulier au sein de l'école du barreau, sur le parcours voies d'exécution, sur un atelier consacré à l'actualité des voies d'exécution. Donc je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir aussi en regard votre réaction sur la capacité de ces formations à intégrer ces enjeux. Avant cela, donc je vais vous poser comme question une question essentielle, c'est-à-dire comment l'Ordre des avocats de Paris se mobilise pour accompagner les femmes victimes de violences et participer à la nécessaire libération, on a vu, à la prise de parole plus que la libération de la parole. Est-ce que toutes les victimes sont égales en matière de défense? Donc voilà, déjà peut-être votre regard sur cet enjeu. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est vrai que j'ai envie peut-être de prendre les choses sous deux angles. Les formations que j'ai moi-même assurées, là, c'était vraiment dans ma pratique professionnelle et avant d'exercer cette fonction. Et c'était vraiment technique. Mais en revanche, à la place qui est aujourd'hui la mienne, c'est vrai qu'on essaye de développer un certain nombre de formations sur toutes ces thématiques et d'avoir une politique ordinale sur ces questions d'égalité. Et peut-être que je peux commencer par là, c'est-à-dire sur le fait qu'on essaye de balayer devant notre porte, parce qu'on est une profession qui, en son sein même, a un vrai problème d'égalité, de plafond de verre, de patriarcat, d'une forme de domination qui fait que les femmes ont quand même beaucoup de mal à évoluer au sein même de notre profession. Alors je sais que ce n'est pas tout à fait le sujet c'est comment on accompagne les femmes victimes de violences, et je vais y venir dans un instant, mais c'est quand même important aussi qu'au sein même des professions, et en tout cas de la nôtre, on puisse aussi parler de ces questions-là. Ma consoeur, à l'instant, disait, je suis avocate, il faut quand même savoir que le mois dernier seulement, au Conseil national des barreaux, nous avons fait voter un article préliminaire disant que dans le règlement intérieur, la terminologie avocat ou bâtonnier pouvait s'entendre avocate ou bâtonnière au choix de l'intéressé. Pour tout vous dire, j'étais absolument hallucinée que ce soit en fait un sujet. Et je me suis aperçue que certaines consoeurs, justement, avaient eu de mauvaises expériences et que leurs bâtonniers, le cas échéant, les avaient poursuivis ou recadrés parce qu'elles avaient mis sur leur plaque « avocate » et que ça n'était pas prévu. Je dois dire qu'effectivement, j'étais assez sidérée de ça. Sur le plan symbolique, et encore une fois, c'est pas de moi dont il s'agit, mais je suis la 4e à exercer cette fonction sur 222 au barreau de Paris, mais la première à me faire appeler bâtonnière. Voilà, ça me permet de me la péter un peu. J'ai changé d'avis un peu d'ailleurs sur cette question, pour tout vous dire, parce que c'est vrai que c'est des temps longs et c'est des changements culturels, et je dois à l'honnêteté de dire que quand ma prédécesseur, Marie-Aimée Perron, a été élue, on était dans son équipe, et quand elle a posé la question, Marie-Aimée, on lui a dit non, tu te fais appeler Madame le bâtonnier parce que tu comprends, c'est la fonction. Bon, c'était il y a 5 ans, donc heureusement on évolue, et j'avoue très humblement que là-dessus j'ai changé d'avis. Voilà. Et puis juste pour la petite histoire et donner un peu de légèreté et de gaieté, c'est vrai que ce qui m'a convaincue, c'est l'histoire de la bâtonnière du Québec, Claudette Picard, à qui un Français un peu condescendant avait dit eh bien chez nous, la bâtonnière, c'est la femme du bâtonnier. Et elle avait répondu, eh bien chez nous, le bâtonnier, c'est mon mari. Bon. Et alors là, à partir de là, ça a permis de tout désinhiber, et ça a été parfait. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on a ce besoin aussi, nous, au sein de la profession, encore une fois, de passer un coup de balai. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées ces dernières années, heureusement, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus une politique volontariste, et je salue, je ne sais pas si elle est arrivée, je ne crois pas, mais Valence Borgia, qui a été membre du Conseil et qui a été une actrice essentielle à cet égard. On a été
précurseur, le barreau de Paris, justement en intégrant dans notre règlement intérieur local, donc vraiment celui de Paris, le principe d'égalité et de non-discrimination, qui ensuite a été mis dans notre règlement intérieur au plan national. On a organisé des assises de l'égalité, publié un manifeste effectivement pour l'égalité. Tout ça est long. On est très préoccupé et on essaye vraiment de mettre le turbo là-dessus sur les questions de harcèlement dans la profession et de discrimination. Et on a créé il y a quelques années une commission qu'on appelle la COMADIS, c'est-à-dire la commission harcèlement et discrimination, qui fonctionne dans une première phase de façon confidentielle et totalement anonyme, qui permet aux personnes se plaignant de faits de harcèlement ou de discrimination de venir en toute confidentialité se confier. Ces personnes, ces plaignants ou plaignantes, pouvant d'ailleurs ne pas être avocat, ça peut être un salarié de cabinet d'avocat, ça peut être un stagiaire, c'est en tout cas voilà. Mais en revanche, il faut que ce soit un avocat qui soit visé, qui soit l'auteur. Et puis on a beaucoup accéléré la communication justement sur cette communication. Parce que tout ça, et je pense que ça rejoint ce qui a été dit déjà, c'est que c'est un changement de culture. Et les changements de culture, c'est du long terme, c'est du très long terme. Et on essaye, bâtonnier après bâtonnier, conseil de l'ordre après conseil de l'ordre, mais en tout cas de sortir de ce qui a pu être vécu au sein de notre profession comme une culture de l'impunité. Ça veut dire aussi, donc beaucoup de communication, faire connaître nos mécanismes et encourager les avocats et avocates à venir nous voir, mais ça veut dire aussi avoir une politique disciplinaire exemplaire, puisque c'est vrai qu'on nous a beaucoup accusés d'être dans l'entre-soi, c'est vrai qu'on est une profession autorégulée, nous gérons notre propre discipline, et c'est vrai qu'on a longtemps entendu dire que les avocats étaient protégés, que certains étaient protégés, que selon que vous êtes puissant ou misérable, etc. Bon. Heureusement, les choses ont changé parce qu'il faut une volonté politique, et cette volonté politique, elle existe depuis quelques années maintenant, et évidemment nous la poursuivons. Toujours dans le respect du droit, hein, il faut faire attention, on n'est pas là non plus, on est des juristes, on est les gardiens de la règle de droit. Donc être gardien de la règle de droit, c'est qu'on est aussi les gardiens du contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de condamner de façon arbitraire, on est là aussi dans le procès équitable, parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir de décision satisfaisante sans un recours à ce procès équitable. Pardon d'avoir été un peu longue sur ce chapitre, un peu maison, si je puis dire, mais c'est important parce que je pense qu'on a une profession qui est assez emblématique et qu'on doit faire extrêmement attention à la façon dont nous-mêmes nous traitons ces questions. En ce qui concerne la façon dont nous accompagnons les victimes femmes de violence, on a un service d'accès au droit qui est extrêmement performant et actif, et puis on a un fonds de dotation qui s'appelle Barreau de Paris Solidarité et qui mène un certain nombre d'actions. Alors là aussi, la formation est essentielle et on essaye en effet d'y contribuer. Mais il y a eu un certain nombre d'opérations, et il faut bien le dire, aussi en partenariat avec la Fondation des femmes. Je pense par exemple, et je vois Zoé, le programme 365 dossiers, 365 avocats, qui est un programme qui était destiné à apporter un soutien juridique gratuit aux femmes victimes de violences et de discrimination. Et donc ce programme, ce sont des avocats volontaires qui prennent en charge un dossier bénévolement ou le cas échéant à l'aide juridictionnelle si les conditions de l'aide juridictionnelle sont réunies. Depuis le lancement de ce programme en 2018, ce sont 330 dossiers qui ont ainsi été pris en charge. Autre initiative d'accompagnement, c'est la mise en place de Droit Direct, qui est une plateforme numérique d'accès au droit et d'accompagnement pour les victimes de violences conjugales. Cette fois, c'est un partenariat avec Droit d'Urgence qui a permis la mise en place de cette plateforme numérique, qui vise effectivement à guider et à sécuriser les victimes dans leur parcours juridique, social, administratif, et à permettre l'amélioration de leur prise en charge par le biais de cet accompagnement pluridisciplinaire.
Enfin, on a énormément de permanences, de consultations gratuites qui sont effectivement organisées à destination des femmes victimes de violences. C'est notamment le cas dans le bus de la solidarité, qui assure 2 permanences spécifiques, et évidemment par des avocats qui sont spécifiquement formés là-dessus. Donc on a vraiment tout un tas d'actions de permanence dans différents lieux du droit, des partenariats, des événements en lien avec l'aide aux victimes de violences. Nous participons au comité local d'aide aux victimes de Paris, qui est dédié aux violences conjugales. On est aussi partenaire du schéma départemental de l'aide aux victimes. Et je dois dire aussi, pour terminer là-dessus, qu'on a des relations assez formidables avec le tribunal judiciaire de Paris, aussi bien son président que la procureure, qui est extrêmement en pointe sur toutes ces questions, et que nous avons organisé, ou plus exactement d'ailleurs c'est le tribunal, il faut rendre à César, c'est le président du tribunal et la procureure qui ont organisé au mois de juin une après-midi de réflexion sur ces problématiques de traitement des violences conjugales, avec dont la particularité est de faire en sorte que les acteurs se parlent entre eux. C'est-à-dire que souvent, les acteurs au sein du tribunal, les magistrats, les greffiers, ne connaissent pas forcément les dispositifs que nous mettons en place, alors même que c'est toute la chaîne qui est sur le traitement de ces questions absolument essentielle. Donc, par cet échange d'informations et ce développement d'une culture commune de tous les acteurs du traitement des violences, ça permet qu'il y ait aussi une meilleure fluidité et donc, à terme, un meilleur traitement de ces questions. Pardon, j'ai été trop longue. Merci beaucoup. Juste peut-être pour faire écho à ce qu'ont discuté à la fois Emmanuel Piette et Anaïs Desfosses, il serait intéressant peut-être que vous nous disiez comment, vous avez dit que les magistrats étaient les garants aussi de l'application des principes du droit et du contradictoire, mais ce qui est en train de se passer autour en particulier de la prise de parole, de l'expression des violences à la fois individuelles et systémiques, autour de MeToo mais pas seulement, en quoi ça amène à repenser ou à porter différemment la présomption d'innocence en lien avec la présomption de crédibilité, la question de l'impunité. Donc comment ça amène à habiter différemment les principes du droit, voire à les transformer, à les questionner. Voilà, donc il serait intéressant que vous éclairiez ces enjeux. Oui, alors brièvement là-dessus, moi je ne pense pas qu'il faille revoir les principes. La présomption d'innocence, elle a une raison d'être et elle est très importante. La prescription, elle a une raison d'être et pour moi, elle est également importante. En revanche, ce à quoi on assiste, c'est ce que j'appelle le fracas des temporalités. C'est-à-dire qu'on a ce mouvement MeToo qui est venu très haut et très fort et très vite. On a vraiment l'impression d'une marmite qui a explosé, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'attentes dans cette impossibilité justement de prendre la parole, et j'aime assez cette image des oreilles bouchées, mais en tout cas c'est peut-être le bouchon de cérumen qui a sauté à un moment, en tout cas espérons-le, mais en tout cas il y a cette immense vitesse de ce mouvement et la force de ce mouvement, et puis qui est venu se percuter avec la lenteur de l'évolution du système judiciaire. Enfin, pourquoi je dis judiciaire ? Parce que dans la tête, j'avais policier et judiciaire, j'ai fait la contraction. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté et le temps qu'il faut pour faire évoluer nos institutions, aussi bien en effet l'accueil dans les commissariats que la chaîne judiciaire, que la formation des acteurs. Ça, ce sont des notions qui reviennent et qui sont revenues déjà depuis tout à l'heure. Et donc voilà, ce fracas des temporalités qui fait qu'il y a ce temps lent du changement des institutions qui ne suit pas le même rythme. Je fais toujours ce geste, mais qui ne suit pas le même rythme que cette montée en flèche de ce mouvement et de la nécessité, en effet, d'entendre cette parole et l'incapacité en l'état actuel de notre système à la prendre en compte. Ça c'est très compliqué, mais
je reste un peu cramponnée aux principes. Je pense qu'il ne faut pas revoir les principes, mais qu'il faut accélérer le changement de nos institutions et la capacité de nos institutions à les prendre en charge. Ça commence, c'est lent, mais ça commence. Je pense que l'idée, en effet, des formations et des juridictions spécialisées que porte Isabelle Rome est quelque chose qui est une piste tout à fait importante. On en a parlé, reparlons-en, mais en effet, la formation des acteurs, le dialogue entre les acteurs, j'en parlais aussi à l'instant, et c'est un peu la démarche qui est à l'œuvre à Paris, de façon à ce qu'on accélère ensemble le traitement des violences. Après, le nerf de la guerre, et ça, il faut qu'il y ait aussi une volonté politique, c'est qu'il y a les moyens quand même. C'est-à-dire qu'il faut aussi nous donner des moyens en termes de policiers formés, de magistrats formés. Ça, malheureusement, on n'en sort pas. C'est un problème qui est beaucoup plus large, mais qui s'applique également à cela. Merci beaucoup. On va maintenant avoir la parole plus du corps de la magistrature à travers Gwenola Jolikos, donc première présidente de la Cour d'appel de Poitiers. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on peut citer le fait qu'elle est membre fondatrice de l'association Femmes de Justice, qui a été donc fondée en 2014 et qui œuvre à la promotion de la mixité et de la parité au sein du réseau, en particulier interministériel. Elle a porté récemment ce qu'il y a valu d'être récompensée par le prix spécial de l'École nationale de la magistrature pour cette année, en 2022. Donc une série de portraits de femmes pionnières du ministère de la Justice, avec cette idée qu'il fallait rendre visible la présence des femmes à faire justice. Donc vous êtes référente dans la lutte contre les violences faites aux femmes, vous coordonnez des actions de terrain dans les tribunaux, vous animez des formations à destination des juges. Donc je vais vous donner la parole sur plusieurs points qui vont permettre de poursuivre les débats et les discussions qui sont portées par différents types de regards et d'actrices et d'institutions. Peut-être nous dire ce que fait la justice, mais du côté non pas des avocates, mais au sens des juges et des magistrats du parquet depuis 5 ans. Vous parlez peut-être des actions qui ont été menées, des projets à la fois les actions 2018-2022, mais aussi les perspectives pour 2023-2027. Merci beaucoup Réjeanne. Alors on a beaucoup entendu parler de la justice depuis ce matin, et j'ai donc la mission délicate et enthousiasmante de représenter l'institution judiciaire parmi vous aujourd'hui. Alors moi je suis juge depuis 30 ans, dans différentes juridictions, dans différents lieux du monde, puisque j'ai eu le plaisir d'être juge à Cayenne, en Guyane française, mais aussi sur l'île de Mamoudzou. C'est vous dire à quel point j'ai pu vivre la question de l'institution judiciaire et de son positionnement dans les sociétés. Alors, j'ai aussi un avantage aujourd'hui, c'est que je suis représentante devant vous de la hiérarchie judiciaire, puisque je suis première présidente de cour d'appel, et en l'espèce la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. J'ai aussi dirigé longtemps les formations lutte contre les violences faites aux femmes pour les magistrats en formation continue, et donc des centaines de magistrats passaient par ces formations à l'École nationale de la magistrature. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui en tant que juge sur tous les sujets que nous abordons depuis ce matin, c'est que la question femmes et justice, elle a quand même un sous-texte aujourd'hui qu'on n'a pas abordé depuis ce matin, c'est que désormais le juge est une femme. Et ça pose un vrai sujet. Je ne sais pas si vous savez combien de femmes sont aujourd'hui juges ou combien de juges sont aujourd'hui des femmes. Vous avez une idée ? 70%. Au 1er janvier 2022, c'est 70% des juges qui sont des femmes. Et cette question, elle n'est pas neutre dans les sujets que nous abordons depuis ce matin. C'est une question qui interpelle la justice. Est-ce qu'une justice féministe, c'est une justice de femmes ? En l'espèce, non, on le voit bien. Cette justice de femmes, elle ne s'affirme pas comme une justice féministe. Et on en reparlera, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et puis je vais faire écho au discours que vient d'avoir Madame la bâtonnière. Je pense que s'interroger sur les femmes dans la justice, c'est aussi s'interroger sur leur place
Aujourd'hui, c'est 70% de femmes magistrates, mais ce n'est pas 70% de femmes en responsabilité dans la magistrature, vous l'imaginez bien. Il n'y a absolument pas de répartition miroir des responsabilités. Au contraire, une très forte dissymétrie marque la prise de responsabilité au sein de la magistrature. Donc aujourd'hui, il y a peu de femmes chefs de juridiction, peu de premières présidentes, et ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, l'histoire, ça n'est pas simplement d'avoir des femmes dans les postes de responsabilité, même si en soi, c'est un combat. Mais moi, ce que je trouve important, c'est que lorsqu'il y a des femmes en responsabilité, eh bien, elles ont la possibilité de poser leur sujet sur la table. Voilà. Être femme aujourd'hui en responsabilité dans la magistrature, c'est pouvoir dire, moi, je mets la question des violences faites aux femmes au centre de ma politique et de ma stratégie judiciaire, dans mon tribunal, dans ma cour d'appel. J'ai eu la chance de diriger un très gros tribunal de la région parisienne et pendant 5 ans, la lutte contre les violences faites aux femmes a été au centre de ma stratégie et de ma politique judiciaire à l'égard des magistrats. Donc voilà ce que c'est aussi les femmes en responsabilité, c'est les femmes qui peuvent agir sur les sujets qui leur semblent d'importance. Au passage, je vous le dis parce que Madame la Ministre ne l'a pas précisé ce matin, la loi Sauvadet n'est pas applicable à la magistrature. Il n'y a pas de quota et il n'y a pas de trajectoire chiffrée. Donc aujourd'hui, les femmes dans la magistrature, elles ne sont pas là depuis longtemps, bien moins longtemps que chez les avocats, puisque nous avons pris un demi-siècle de retard. Les femmes ont été intégrées dans la magistrature en France en 1946, c'est-à-dire il y a à peine 76 ans. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que ça n'est qu'adossé à l'histoire que l'on peut comprendre quelles perspectives sont devant nous. Les hommes ont refusé l'entrée à la magistrature de manière très très forte pendant tout le XIXe siècle et tout le début du XXe siècle. Les hommes n'ont pas voulu que les femmes soient juges. Madame Fraisse le disait très bien ce matin, c'est l'accès au savoir qui a amené les femmes à l'accès au pouvoir judiciaire. Mais ça n'est pas une histoire finie. Voilà, c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, ça n'est pas une histoire finie. Alors, 2 choses qui me semblent importantes par rapport à ce qu'on a dit ce matin. La question de cette justice qui fabriquerait ou qui conserverait l'impunité des hommes. Alors, je suis obligée de le dire aujourd'hui, les tribunaux sont remplis d'affaires de lutte contre les violences faites aux femmes et d'affaires sexuelles. Remplis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parquet passe sa journée à répondre à ces sujets. Et tous mes procureurs me le disent en permanence sur le ressort. Nous ne faisons que ça toute la journée, répondre au téléphone sur la question des violences faites aux femmes. Mes tribunaux correctionnels sont emplis de ces affaires. Mes cours d'assises sont emplis de ces affaires. Aujourd'hui, 80% de mon audiencement de la cour d'assises, une cour d'appel comme Poitiers, est empli de viols ou de, l'autre catégorie de crimes, de féminicide. Donc, dire aujourd'hui que la justice ne fait rien sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes, ça n'est pas possible de le dire. Nous faisons beaucoup, sans doute pas encore assez, peut-être pas encore assez bien, mais nous faisons beaucoup. Je voulais vous dire qu'à cet égard, nous travaillons beaucoup sur la question que vous avez soulevée, c'est-à-dire la non-communication entre les juges des enfants, les juges aux affaires familiales et le tribunal correctionnel. Nous avons bien conscience que là, il se passe quelque chose et qu'il faut travailler sur ces sujets. Je veux témoigner aujourd'hui devant vous à quel point ces dernières années, nous avons complètement changé sur cette façon de travailler. Pas partout, pas dans tout le maillage territorial français, c'est vrai, mais dans beaucoup de juridictions, on avance sur ces sujets. À titre d'exemple, à La Rochelle, voilà, un tribunal de mon ressort, eh bien, tous les 15 jours se réunit une cellule de veille qui retrace tous les dossiers qui posent difficulté, les familles en difficulté, les familles où il y a des violences, les familles où il y a des enfants qui sont suivis en assistance éducative, justement pour essayer de faire ce lien. Cellule de veille. Ces cellules de veille, ça pose une autre question, on ne l'a pas abordée depuis ce matin, c'est la question d'envisager de faire des fichiers. Vous savez, il y a des fichiers en France pour des tas de choses. On a trouvé possible de faire des fichiers S, par exemple, des fichiers pour les infractions violentes. Et puis, la question des fichiers de violents conjugaux, là, on bloque. On sent qu'on n'est pas à l'aise sur cette question des fichiers de violents conjugaux. Et pourtant, ce que nous faisons aujourd'hui dans beaucoup de tribunaux en France, c'est-à-dire ces cellules de veille, c'est commencer à faire des listes. Donc ça nous pose question. Est-ce qu'on va pouvoir faire des listes ou faire des fichiers de violents conjugaux? Je veux aussi témoigner devant vous que, par exemple, nous avons mis en place la procédure de rétex, c'est-à-dire les retours d'expérience sur, par exemple, des féminicides. Nous nous mettons autour de la table et nous essayons de savoir ce qui n'a pas bien fonctionné. Et tout ça nous amène à cette idée de justice spécialisée, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans les tribunaux, c'est en mouvement. C'est en mouvement. Je ne dis pas que tout est fait, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien dans l'institution judiciaire, ni depuis 5 ans, ni depuis même 10 ans. Il se passe beaucoup de choses dans la magistrature.
Il y a des pratiques, je viens de vous en parler. Il y a aussi la formation. On en a déjà parlé à plusieurs reprises depuis ce matin, donc je ne vais pas m'étendre, mais il y a beaucoup de formation pour les magistrats. Mais ce dont je veux témoigner aujourd'hui devant vous, c'est que la magistrature française, la magistrature de votre pays, elle est certes en action, certes en formation, mais elle est aussi à l'écoute. Voilà. Moi, je veux une magistrature, et je veux témoigner devant vous aujourd'hui d'une magistrature qui est à l'écoute de la conversation mondiale, qui écoute ce qui se passe, qui a bien compris que MeToo était en train de traverser comme une vague le monde entier. Évidemment que la magistrature française ne peut pas être aveugle et ne pas écouter ce qui se passe. Et pour écouter ce qui se passe et pour participer à cette conversation mondiale, on le sait, il faut des mots. Donc les changements sémantiques de ces dernières années, ils sont très importants. Et le mot féminicide, à cet égard, il a été emblématique. C'est depuis 2019 que nous utilisons le mot féminicide. Et à titre d'anecdote, la première fois que je l'ai utilisé dans un discours d'audience solennelle de rentrée, eh bien, les magistrats sont venus me voir à l'issue de ce discours et m'ont dit « Mais, Madame la Présidente, pourquoi vous utilisez ce mot ? Ce mot, il n'existe pas dans notre vocabulaire de juriste. Il n'existe pas dans le Code pénal français. Pourquoi utilisez-vous ce mot ?» Et j'ai expliqué à tous mes collègues pourquoi cette sémantique était indispensable, pas forcément juridiquement, mais pour sa force mobilisatrice, pour ce qu'elle incarnait d'une perspective d'action sur ce sujet. Donc vous voyez, la conversation mondiale, elle se mène avec des mots, et ces mots, ils traversent aussi la magistrature. Après, je voulais juste vous parler des grands principes, et là, je vais rejoindre totalement ce qu'a dit Madame la bâtonnière. Il y a des grands principes dont la magistrature est la garante, en quelque sorte, avec les avocats, bien sûr, dont elle ne peut se départir, mais dont je pense que nous pouvons faire quelque chose tous ensemble. Je les liste très rapidement. La prescription. La question de la prescription, j'entends bien les mouvements féministes et militants nous interpeller sur la question de la prescription. D'abord, je crois qu'on ne peut pas oublier que ça a déjà beaucoup bougé. Beaucoup bougé. Aujourd'hui, on peut déposer plainte jusqu'à 48 ans. 18 ans, plus 10 ans, plus 20 ans. 48 ans. Donc c'est quand même une question. Les choses ont déjà beaucoup progressé sur la prescription. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut faire différemment ? Je pense qu'on a encore des champs de réflexion sur le sujet, mais il ne faut pas balayer d'un revers de main des principes que nous avons mis des siècles à mettre en place. La présomption d'innocence. Là, je suis d'accord, il faut progresser sur cette question de la prescription, de la présomption de crédibilité ou de véracité, je ne sais pas comment on l'appellera, mais il faut travailler sur ce sujet. La question aussi, vous savez, qui nous est souvent renvoyée, c'est le faute de preuve. On n'a pas condamné parce qu'on n'avait pas les preuves. Bon. Là, ça nous ramène aux paroles contre paroles. Est-ce que le juge n'est que celui qui consigne la parole de l'un et la parole de l'autre et qui, au nom d'un soi-disant contradictoire, finalement aboutirait à dire écoutez, nous renvoyons tout le monde à ses chères études et finalement, parole contre parole, nous ne pourrons pas établir une infraction pénale. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et enfin, la légalité des infractions. C'est-à-dire que vous savez que nous, magistrats, nous sommes tenus par les infractions que le législateur met en place. Là, je suis d'accord, la question du contrôle coercitif. Je pense que c'est intéressant, il faut avancer sur la question du contrôle coercitif. Et sur moi, ce que j'appelle, et là je vous livre une de mes réflexions, ce que j'appelle moi le délit de domination. Est-ce qu'on pourrait avancer sur cette question globale, un peu systémique, qui serait un délit de domination? Voilà, ça je trouve que c'est assez intéressant et qu'on pourrait peut-être y réfléchir ensemble. Enfin, je finis, parce que j'ai déjà été trop longue évidemment, sur l'idée qu'une justice féministe, c'est quoi? Moi, quand on me demande, êtes-vous une juge féministe? Pas facile de répondre. Pour l'instant, je dis, je suis juge et féministe. Voilà, j'essaie de marcher sur ces deux pieds. Et au sein de la magistrature française, ça n'est pas toujours simple. Mais j'essaie de le faire quand même et d'inventer une voie, juge et féministe. Mais je veux terminer en vous rappelant à quel point vous devez chérir votre justice. Nous avons une chance folle d'avoir une justice française avec ce si haut niveau d'état de droit. Et il est fondé sur la déontologie des magistrats. Et là, je témoigne devant vous, là encore, que la déontologie des magistrats, ça ne doit pas être une façon de nous museler, de nous empêcher d'avancer avec cette conversation mondiale. Et c'est pour ça que j'affirme aujourd'hui devant vous, au nom de la magistrature française, que l'indépendance, ça n'est pas l'isolement, et que l'impartialité, ça n'est pas l'indifférence. Merci beaucoup.
J'aimerais peut-être donner la parole à Emmanuelle Piette par rapport aux diagnostics qui ont été portés à la fois par les avocates et par Gwenella Jolikos en ce qui concerne à la fois les limites, mais aussi les pistes d'amélioration. Du coup, j'aurais bien rajouté 3 choses. Au niveau de ce qu'on a appris sur le violeur, sa stratégie, l'autre chose qu'on a vraiment vue, c'est qu'un violeur, c'était pas un violeur une fois. Un violeur, c'est un violeur. Et du coup, on ferait mieux les enquêtes, on trouverait d'autres victimes. Et à la permanence téléphonique, depuis une quinzaine d'années, on demande aux femmes victimes qui appellent « Est-ce que vous savez s'il a déjà violé quelqu'un d'autre ?» Et dans 60% des cas, elles savent qu'il a déjà violé quelqu'un d'autre. Donc je me dis, ça, dans la culture des professionnels, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut s'améliorer. Moi, je dis souvent aux femmes que je vois, faites donc un syndicat des ex, peut-être que vous allez en trouver. Et peut-être que ça aurait plus de poids. Et puis c'est dans ce sens-là que, de temps en temps, sur le site du collectif, on fait des appels à témoins, parce que, eh bien oui, on en retrouve, quoi. Et qu'à plusieurs, on est plus forte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai, mais les victimes, ça n'aime pas payer, on comprend. Ça n'aime pas payer le médecin, ça n'aime pas payer le psy, et l'avocat, qu'est-ce que c'est cher. Ah ben alors, non mais je blague pas, on a des femmes pas fortunées, qui dépensent, et en particulier dans ce que nous, on appelle ces dénis de justice, que la Civis appelle les femmes en lutte, etc. Mais on a vu des femmes claquer 30 000 balles qu'elles n'ont jamais eues, d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment épouvantablement cher. Et je me dis, on ne peut pas mettre un barème. Moi, je suis effarée par un certain nombre de fric que dépensent les femmes pour sauver la peau de leurs gosses. C'est terrible. Enfin, vraiment, ça, moi, je suis sidérée. Puis la dernière chose, c'est que, oui, il y a eu plein d'appels en plus. Non, on n'a pas eu tellement de sous en plus. Et que, vraiment, c'est dommage parce qu'on pourrait faire vachement mieux, quoi. Et c'est vrai de toutes les assos qui s'occupent de femmes victimes de violences, on est un peu exsangue. Voilà. Est-ce que je peux répondre d'un mot sur les avocats ? C'est trop cher. Hein. Alors, 2 choses. Zoé me fait observer que j'ai oublié un point, qui est que le barreau de Paris a mis en place effectivement une liste d'avocats qui peuvent être désignés au titre de l'aide juridictionnelle et qui sont des avocats spécialement formés en matière civile, pénale, en droit des étrangers, ainsi que sur les questions effectivement d'emprise et d'accueil de la parole des victimes de violences au sein du couple. Donc ça permet effectivement à une victime d'avoir un seul avocat pour l'ensemble des procédures liées à sa qualité de victime de violence au sein du couple. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est on milite beaucoup, et on en a parlé à la ministre pour qu'elle relaye cela, c'est qu'il y a une inégalité fondamentale, mais qui est d'ailleurs plus générale et qui ne concerne pas seulement ce point-là, entre les entreprises et les particuliers, parce que quand vous êtes un particulier, vous payez votre avocat 20% plus cher que les autres, parce que vous payez de la TVA et vous ne la récupérez pas, contrairement à une entreprise qui, elle, récupère la TVA. Bon. La problématique de la baisse des taux de TVA est très complexe et surtout elle est au niveau européen, donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, en tout cas pas dans cette matière-là. Mais si on pouvait militer pour un crédit d'impôt de façon à ce que les honoraires d'avocats soient moins élevés, ce serait effectivement peut-être aussi une piste. En tout cas, on milite en faveur de cela et on essaye de porter cette parole-là, notamment auprès de Bercy. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent répondre aux pistes de... Il paraît que les usages... Tiens. Vas-y. Évidemment. J'ai appris... C'est vrai que j'ignorais de notre déontologie où normalement je ne peux pas reprendre la parole après ma bâtonnière. Ça c'était avant. Donc j'ai demandé poliment si je pouvais. Il y a aussi un vrai combat qu'on mène dans la profession depuis des années, c'est la revalorisation de l'aide juridictionnelle. Parce que quand une procédure correctionnelle, vous êtes payé à peu près 280 €, que vous avez reçu la personne une fois, 2 fois, 3 fois, que vous ne l'ayez pas reçue parce qu'on ne contrôle pas, que vous l'ayez prise au téléphone, qu'il y a eu 1, 4 ou 5 renvois d'audience, qu'on vous envoie le dossier en dématérialisé, que vous l'imprimiez, que vous ne l'imprimiez pas,
vous êtes payé de la même façon à la fin. Alors il va falloir qu'on m'explique comment on fait tourner un cabinet d'avocate ou d'avocat en étant rétribué de cette façon-là. Donc en pratique, comment on fait ? Eh ben, on prend un quota dans nos cabinets parce qu'on est consciente et conscient de la nécessité de défendre les femmes et les hommes pour d'autres types de procédures à l'aide juridictionnelle, mais on ne peut pas faire tourner un cabinet de cette façon-là. Donc il y a aussi cette question. Est-ce que je peux juste redire, effectivement, je suis parfaitement d'accord, je crois qu'il ne faut pas hésiter à parler d'argent. Voilà. Je crois qu'il y a besoin d'argent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a besoin de budget. Voilà. Et je parle devant Anne-Cécile qui a pris ce problème à bras-le-corps. Je pense que vraiment, on doit maintenant dire qu'il nous faut des budgets. Et des budgets à la hauteur du sujet. Alors pour l'aide juridictionnelle bien sûr, mais aussi pour les tribunaux. Si l'on veut demain une justice spécialisée, ça n'est pas avec la magistrature telle qu'elle est organisée aujourd'hui qu'on pourra le faire, ça c'est certain. Peut-être à Paris, peut-être dans quelques grandes métropoles, mais certainement pas dans tout le maillage territorial français, dont vous savez qu'il est d'une grande proximité. Il est très très fin, le grainage judiciaire. Il y a vraiment des petites juridictions. Dans ces petites juridictions, moi je ne pourrais pas mettre en place une justice spécialisée. C'est pas vrai, il ne faut pas le faire croire, parce que ça ne sera pas possible. Pas en l'état en tout cas. Et là, je dois dire quand même que les budgets qui nous ont été apportés, à certaines époques où on nous a dit qu'on pouvait avoir un peu plus de marge de manœuvre dans nos façons de gérer nos budgets, nous ont permis de recruter. Vous savez que l'année dernière, on a pas mal recruté, notamment ce qu'on a appelé des contractuels, en fait, et ça c'était tout à fait inédit au ministère de la Justice, que nous avons, sur ma cour d'appel par exemple, entièrement dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, je pense qu'on va avoir un peu moins de 20 minutes de questions avec la salle. Je vous propose qu'on prenne peut-être plusieurs questions pour pouvoir répondre à plus de questions possibles. Alors, voilà, puis ensuite, bien sûr... J'ai juste une suggestion. On parle d'argent... Alors, attendez, on va vous donner un micro. Si vous pouvez peut-être vous présenter avant de poser votre question. Oui, je suis Isabelle Pinto, je suis avocate spécialisée dans les violences psychologiques. Et il y a effectivement un écho. Article 700. En matière familiale, il n'y a jamais d'article 700. Moi, je verse mes factures. Pour justifier mon article 700 devant le JAF. L'article 700, ce sont les frais de justice, c'est ce que nous versent nos clients. Et donc, ensuite, la justice peut condamner la partie qui a perdu aux frais et dépens et aux frais de justice. Et donc aussi bien rembourser les frais d'huissier, rembourser les timbres. Lorsqu'on est en appel, on a 225 € de frais pour le timbre juridictionnel. Donc il y a plein de petites sommes comme ça qui sont peut-être des petits cours d'eau qui peuvent faire des grandes rivières, mais aussi bien le remboursement de l'article 700 ou même allouer une provision ad litem. Le JAF peut allouer une provision pour payer les frais de procédure à venir. Donc il y a plein de petites choses qui sont très techniques, mais que nous, avocats, huissiers, magistrats, on pourrait mettre en place et que malheureusement, dans les faits, ça ne se fait pas à cause de l'équité des familles. On nous dit pas d'article 700 en matière de famille parce que équité des familles. Pour autant, lorsqu'on a un chef d'entreprise ou un gérant, c'est hyper désagréable. On ne peut pas obtenir ces sommes-là. Et je trouve que ça serait déjà une révolution judiciaire. Merci. Je crois qu'il y avait une question. Puis ensuite... Allez-y. Assez bas. D'accord. Bonjour, Frédéric Giffard, je suis avocate. Je voulais vous poser une question sur la justice restaurative. Il y a un vrai problème dans la question des violences sexistes et sexuelles, c'est que, en général, la victime connaît son auteur, peut-être l'aime ou l'a aimé. C'est peut-être sa fille, c'est peut-être son frère, c'est peut-être... Bon, on connaît tout ce problème. Et c'est un frein... Je pense qu'il faut se séparer du micro, parce qu'on n'entend pas et votre voix porte suffisamment. Bien fort.
soigner. Arrêtez. Alors juste, je ne sais pas si vous voulez répondre. Moi, je veux bien répondre. Bien sûr, tout de suite à Et ça. je pense que je ne suis pas la seule. Je vais me permettre de vous appeler par votre prénom parce qu'en fait, on se connaît en dehors et pour toute autre chose, Frédéric. J'ai une admiration sans borne pour le travail que vous veniez d'accomplir sur un tout autre sujet, mais là, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout parce que les violences sexuelles et les violences intrafamiliales, c'est ce que vous avez dit, c'est effectivement un sujet extrêmement grave. Moi, l'ensemble, je ne m'occupe plus que de victimes, et essentiellement de femmes et d'enfants victimes de violences. J'en ai pas une qui ne souhaite pas une réponse judiciaire. Alors, c'est pas la première réponse qui m'est faite lors du premier rendez-vous, mais quand il y a un travail thérapeutique de fond avec des gens compétents en psychotrauma, très rapidement, on a quand même ça. J'ai besoin d'une réponse judiciaire. Alors, par contre, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire la crainte de l'emprisonnement, ça va être de ma faute s'il part en prison, mais vous vous rendez compte, je vais les priver d'un père. On a tout ça dans le discours. Mais pour moi, ça, c'est du psychotrauma pas encore pris en charge, pas traité, avec un travail de fond pas fait. Alors, par contre, là où je vous rejoins peut-être, c'est que j'ai rarement des victimes qui viennent chercher un nombre d'années de prison. J'ai rarement dans mon bureau quelqu'un qui me dit, à l'issue de la cour d'assises, je veux tant d'années. Ça, c'est vrai. Le reste, vraiment, et de manière objective à 98%, j'ai des personnes qui viennent chercher une réponse judiciaire. Sur la justice restaurative, j'y ai travaillé sur le barreau de la Seine-Saint-Denis. Je sais qu'il y a plein d'endroits où ça a été travaillé aussi. Je trouve ça très adapté pour tout un tas d'infractions, sans doute moins graves que celle-ci. Et pour celle-ci, à mon sens, ça se pense dans un temps séparé du judiciaire. C'est-à-dire que je suis intimement convaincue, il y a notamment eu des programmes dans des lieux d'incarcération que quand on vient mettre en parallèle, ensemble, la parole de ceux qui ont pu être condamnés et de celles et ceux qui ont pu être victimes, on peut en ressortir des choses positives. Mais je ne pense pas que ce soit la réponse ou le traitement qui doivent être accordés à ce type d'infraction. Vraiment. Alors, je vais peut-être reprendre la parole sur la question de l'enceinte judiciaire et de ce que la justice peut faire à cet égard. Peut-être qu'elle ne peut pas tout faire, la justice, et c'est vrai que je suis obligée de témoigner pour avoir présidé des centaines de procès en correctionnel sur le sujet. Je ne pense pas que la justice pénale fasse tout. C'est vrai que je pense qu'il y a des victimes qui sortent de l'audience correctionnelle finalement déçues, qui n'y ont pas trouvé tout ce qu'elles attendaient. Ça, j'en suis bien consciente. Mais en même temps, il faut qu'on parle avec les victimes de ce qu'elles attendent du procès pénal. Parce que le procès pénal, il ne peut pas tout faire.
Alors il a cette grande vertu d'être cette sorte d'unité de temps, de lieu et d'acteur où à un moment nous allons traiter ce sujet. Et Dieu sait si pour avoir beaucoup présidé ces affaires, il s'y passe quelque chose de magique. Voilà, ce temps-là consacré à cette affaire, à ces individus, à la reconnaissance de l'auteur et de la victime, du prononcé de la culpabilité. Moi, je fais toujours très attention au prononcé du verdict, pour que ce soit un moment solennel, un moment fort, un moment où la victime comprend que le juge nomme les choses. C'est vrai que c'est important, mais ça ne fait pas tout. Moi, j'ai des victimes qui sont sorties des procès qui étaient quand même cassées, perdues, et finalement qui s'apercevaient après l'audience que ça continuait, la douleur continuait, et la vie devait continuer avec ça. Je pense que tous les professionnels que nous sommes, nous l'avons vécu. Donc finalement, ce que vous dites, moi, ça me fait penser à l'idée qu'il faut qu'on fasse un choix. C'est vraiment un choix de société. Est-ce qu'on veut pénaliser, et est-ce qu'on veut que la justice pénale soit à la hauteur de ces enjeux, et comme vous l'avez dit, du caractère massif des violences faites aux femmes, et auquel cas il faut se donner des moyens, ou alors nous décidons tous ensemble socialement qu'il y a plusieurs voies de traitement, et que peut-être un certain nombre d'affaires n'ont pas vocation à venir devant le juge. Mais ça, pour le coup, je pense qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Je veux dire, c'est vraiment l'objet d'un contrat social. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui, et que demandons-nous à la justice de notre pays ? Juste, c'est 0,3% des violeurs qui sont condamnés en France en ce moment. C'est 0,3%. C'est-à-dire vraiment, la marge de progrès est incommensurable. Mais sur cette justice restaurative, moi j'ai eu l'occasion, dans mon travail de prévention des agressions sexuelles auprès des enfants, de prendre en charge des enfants agresseurs sexuels avec le service éducatif auprès du tribunal. J'allais en prison, on discutait avec les enfants, etc. On leur faisait des groupes de parole. Alors, c'était des grands enfants, c'était avant 18 ans, mais c'était des grands. Sur les 119 qu'on a rencontrés, tous, ils avaient été soit maltraités gravement, soit agressés sexuellement, soit ils venaient d'un pays déjanté où ils avaient assisté, participé à des massacres, soit une mort violente injuste autour d'eux. Ça, c'est dans la première série, 97-2000. Aucun de ces enfants n'avait été élevé chaleureusement, avec pas de problème dans la vie, ça n'existe pas. Et au fond, le travail qu'on faisait pour les faire grandir, c'était de les faire rencontrer eux victimes. C'est pas la peine de leur montrer des victimes, ils l'ont été. Et c'est quand ils se solidarisent avec eux victimes qu'ils peuvent progresser. Mais encore faut-il que la société accepte. Parce que je me souviens d'avoir refait des signalements pour ces enfants qui racontaient des horreurs. Et là, ça n'avait pas été traité. Ça, je ne sais pas traiter un enfant si on ne prend pas en compte le traumatisme du départ. Franchement, il y a de quoi les rendre fous. Surtout que quand ils arrivent en tôle, la première chose qu'on leur fait, c'est une fouille à corps. Alors tu vois, un gosse qui a été violé, qu'on n'a rien fait pour lui, qui viole, on le fout en tôle, et après, on lui commet une agression sexuelle, de mon point de vue caractérisée, en le foutant à poil devant 2 surveillants qui regardent. Il y a ce qu'on rend fou. Mais ça pose question. Et la deuxième série, je le dis quand même, c'était des enfants qui étaient encore plus petits. Alors c'est le tribunal, il disait des enfants délinquants sexuels légers, parce que c'était les 13-16, donc ils étaient légers. Ce qu'ils avaient fait avait rien de léger. Mais quand même, sur les 100 suivants, 90% d'enfants maltraités, 30% d'enfants agressés sexuellement, 65% d'enfants abandonnés gravement par un ou 2 parents, 60% d'enfants qui avaient vu papa tabasser maman. C'est ça l'école. Donc je me dis, la justice restaurative, eh bien d'accord, confrontant l'agresseur avec quand il était victime, au moment où il n'allait pas bien, et à ce moment-là on fait. Mais lui faire rencontrer une autre victime, c'est un contresens de mon point de vue, voilà. Un troussage domestique. Tout le monde dans les médias courait au secours de DSK au nom de la présomption d'innocence. Et face à cette situation, j'avais fait une tribune en Londres en disant ces gens ne voient même pas qu'ils bafouent au nom d'une très grande valeur de notre droit, la présomption d'innocence, le droit à la présomption de véracité qui devrait revenir à Nafissatou Diallo, la plaignante. Et à l'époque, j'avais donné une définition, j'avais dit elle n'est pas supposée mentir jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'était rien d'autre que ça. Et j'avais précisé, et je ne sais pas si Catherine de Madresse est toujours là, ouais.
j'avais précisé que cette notion, elle existait déjà de fait parce que la VFT avait mené un combat pendant des années concernant la dénonciation calomnieuse et qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus utiliser la menace face à une femme qui se plaignait de violence et qui n'arrivait pas à faire la preuve de ses dires, et donc le mise en cause bénéficiait d'une relaxe, par exemple, ne pouvait pas se retourner contre la plaignante en dénonciation calomnieuse. Et donc, de ce fait-là, le droit reconnaissait qu'elle n'avait pas un statut spécial. Voilà. Et donc, ma question, elle est assez précise, c'est-à-dire, moi-même, ayant lancé ce débat il y a une dizaine d'années, ayant évolué d'ailleurs, parce qu'on m'a dit présomption de véracité, ça ne va pas, parce que présomption contre présomption, on va plus savoir où est la charge de la preuve. Or, il faut qu'elle soit clairement à l'accusation. Donc, j'avais reculé vers un crédit de véracité, ça voulait dire exactement la même chose, mais je reconnaissais que la charge de la preuve restait à l'accusation en cas de violence. Et donc, ma question, elle est la suivante. On a l'air d'avancer aujourd'hui sur un sujet, une présomption de crédibilité, je devrais être contente, mais en fait, je me pose des questions. Voilà. Je me pose des questions parce que justement, j'ai lu une tribune de Catherine Lemaigresse qui m'a paru très intéressante, où elle disait, attention, n'admettons pas, finalement, comme allant de soi, l'usage dévoyé de la présomption d'innocence qui est fait aujourd'hui en matière d'agression sexuelle, un usage dévoilé par, qu'on connaît toutes, c'est-à-dire pas vu, pas pris, ouais. parole, etc. Et donc, ma question que je veux partager avec vous, c'est mon embarras par rapport à ce que j'ai moi-même contribué à mettre sur le tapis, c'est est-ce que si nous avançons vers l'idée d'une présomption de crédit, ou comment on l'appellera, de crédibilité, on n'admet pas par la même occasion que la présomption d'innocence, finalement, doit rester, on admet comme une fatalité qu'elle soit utilisée de façon dévoyée par ceux qui considèrent que dans les cas des crimes ou délits sexuels, quand ils sont dans l'immense majorité des cas sans témoin, finalement, ce pas vu, pas pris puisse continuer à fonctionner. Voilà. Je partage une interrogation. Et j'aimerais que, puisque vous avez évoqué plusieurs fois l'idée que ça pourrait être une issue d'avancer vers là, vous donniez une précision du sens que vous accordez à cette notion. Moi, je veux bien commencer. C'est vraiment une question de pratique professionnelle, là. Comment on va faire pour avancer tous ensemble sur la question de la présomption d'innocence? Alors, il faut qu'on reste sur l'idée, et ça, je pense que c'est tout à fait ce que nous avons dit, Madame la bâtonnière et moi-même, la présomption d'innocence, c'est un de nos piliers de la procédure pénale, enfin du droit pénal français. Bon, restons avec ça. Manifestement, ça va être difficile d'avancer sur le sujet de « il faut s'attaquer à la citadelle présomption d'innocence ». Et ça, effectivement, il faut aussi accepter du coup qu'elle soit utilisée. C'est un argument juridique qui va apparaître dans le débat judiciaire, et il faut que nous fassions avec, nous les magistrats, dans nos pratiques professionnelles. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avancer sur la question de, alors crédit de crédibilité, si vous voulez, plutôt que présomption, si on pense que ça peut entraîner de la confusion. Moi, ce que je demande aux collègues, c'est de commencer par se dire, je ne me dis pas qu'elle ment. Si déjà on commençait par ça, déjà, dans les pratiques professionnelles, déjà ça m'irait pas mal, moi. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi les collègues, quand quelqu'un vient dire « on m'a volé mon vélo », personne ne va lui dire « vous êtes sûr qu'on vous a volé votre vélo ?» Je ne suis pas très sûre finalement. Vous venez devant moi, mais ça ne doit pas être vrai. Bon, commençons d'abord par dire que c'est peut-être vrai ce qu'elle nous dit. Même pas peut-être, sans doute vrai. Et ça me semble important parce que j'entends encore des procureurs aujourd'hui dans les réquisitions. Là, moi maintenant, je ne préside plus d'audience, mais je descends à l'audience régulièrement. J'écoute un peu les procureurs. Et j'entends encore des procureurs à l'audience dire « oui, mais bon, finalement, est-ce que c'est vrai, quoi, ce qu'elle dit ?» Bon, moi, c'est ça que je voudrais déjà qu'on commence dans nos pratiques professionnelles à se dire « a priori, je la crois », d'autant plus quand elles sont 2, 3, 5, 10. L'affaire PPDA, c'est tout à fait ça. Voilà, quand elles sont nombreuses et quand elles viennent toutes ensemble décrire les mêmes modes opératoires, les mêmes processus, les mêmes façons de faire, je pense que là, nous pouvons nous dire, nous, magistrats, dans nos pratiques professionnelles, qu'un crédit de crédibilité peut peser sur ces victimes. Ça ne nous mettra pas à l'abri de la question de la prescription, parce que vous savez que ces sujets peuvent après se percuter. Dans l'affaire PPDA, c'est ça. Voilà ce que j'en dis du côté de la magistrature et de ses pratiques. Après, les avocats, je ne sais pas, les avocates. Oui, alors, je vais vous rejoindre complètement. C'est-à-dire que moi, dans le discours que je tenais tout à l'heure, c'est pas pour dire il faudrait créer le pendant et l'appeler, voilà, vraiment. C'est dans
l'usage qui est fait professionnel, moi, ce que je souhaiterais voir mis en place, c'est qu'encore une fois, on s'intéresse au comportement de l'agresseur en posant les questions sous cet angle-là, au lieu de continuer à poser uniquement et systématiquement les questions sous l'angle de la victime. Je m'explique. Emmanuel Piette l'a développé bien avant moi et le collectif maîtrise sans doute bien mieux que moi ce sujet, mais la stratégie de l'agresseur, on a plein d'écrits dessus. On sait comment ça fonctionne. On a isolé 4 grandes étapes. Commençons par là, en fait. Quand on pose les questions dans un commissariat, quand ensuite on pose les questions dans un cabinet d'une juge ou d'un juge d'instruction, posons les questions sous cet angle-là. Au lieu de continuer à s'intéresser à comment était habillée la victime, qu'est-ce qu'elle a bien pu dire, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, pourquoi elle était seule le soir, pourquoi elle ne s'est pas faite raccompagner, intéressons-nous à la stratégie de l'agresseur. Et sur les violences intrafamiliales, je reviens dessus, je suis en boucle, mais au contrôle coercitif. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas l'idée de mettre à hauteur et de dire on va créer un autre principe. Je crois avoir commencé mon propos d'ailleurs en disant je ne conteste pas le principe de la présomption d'innocence et j'ai même dit je ne pense même pas que ce soit contesté par qui que ce soit dans cette salle. C'est en fait l'usage qu'on en fait et plus exactement la façon dont on mène les enquêtes, les instructions, puis les jugements. Et quand on parle, en tout cas quand moi je parle de présomption de crédibilité ou appelons-le comme on veut, crédit si vous voulez ou crédit de véracité, c'est vraiment pour dire prenons les affaires sous un autre angle, avec un autre paradigme, et en l'occurrence, intéressons-nous à l'agresseur. Petit aparté, dans tous les dossiers d'agression sexuelle et de viol, quand on est en instruction, quand on arrive à avoir une instruction, un des premiers actes qui est demandé, c'est l'expertise psychologique ou psychiatrique de la victime. Pourquoi faire, en fait ? Ça, c'est la loi, C'est-à-dire que... C'est la loi qui nous oblige à ordonner cette expertise. Alors, elle l'oblige pour les auteurs. Pour les victimes, il n'y a pas un caractère obligatoire. Mais on en a fait une question obligatoire de pratique. Mais en fait, pourquoi faire en réalité ? C'est-à-dire que si on accordait un peu de crédit à tous les suivis psychotraumatiques spécialisés faits et qu'on avait une belle attestation dans le dossier nous disant que madame, elle se trouve d'un état de stress post-traumatique ou d'autres syndromes post-traumatiques, en quoi on a besoin de soumettre la victime systématiquement à une expertise, si ce n'est pour en filigrane, parce qu'en fait c'est ça qui joue, être bien certain et certaine qu'elle ne mente pas. C'est ça l'enjeu des expertises psychologiques, même si aujourd'hui on nous dit qu'on n'a plus le droit de parler d'expertise de crédibilité. Je suis désolée, dans les dossiers on se rend compte que c'est ça qu'on vient chercher. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'entendais. Je ne prétends pas qu'il faille créer un autre principe, mais je voudrais qu'on arrête de mal interpréter ce principe de présomption d'innocence et qu'on prenne les enquêtes comme elles devraient être prises, en fait. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. J'ai accompagné comme ça pas mal de victimes dans différents commissariats et gendarmeries. Je croyais que c'était obligatoire que soit affiché dans le bureau du flic l'article sur la dénonciation calomnieuse. Parce que je l'ai vu partout, affiché en gros. En gros, c'est écrit, si tu mens, tu prendras 2 ans. Et au point que je pensais que c'était obligé. Et un jour, je suis tombée sur un flic qui ne l'avait pas. J'ai dit, mais vous ne l'avez pas ? Il a dit, non, c'est pas obligé. Et voilà, et ben, je voudrais alors que, ou ils l'enlèvent, ou alors ils foutent dans leur bureau, violer 15 ans. Tu vois ? Mais quelque chose comme ça, parce que c'est énervant. Réjeanne, est-ce que je peux juste rebondir sur la question des pratiques professionnelles ? On parlait de présomption et de concepts juridiques. Moi, je voulais juste vous dire aussi que je trouve que quelque chose qu'on n'interpelle pas assez souvent, c'est les moyens d'enquête. Je suis un peu étonnée que dans les affaires de lutte contre les violences faites aux femmes, nous ne mobilisions pas les mêmes moyens d'enquête que dans d'autres domaines. J'ai été juge d'instruction très longtemps. Je faisais des filatures, des écoutes téléphoniques, des reportages photos, des tas de choses qui m'aidaient à nourrir mon intime conviction. Je pense notamment au dossier de stupes. J'ai fait des stupéfiants pendant des années et j'avais à ma disposition vraiment toute une palette de moyens d'enquête. Puis je me suis aperçue que dans les affaires de lutte contre les violences faites aux femmes, on ne les mobilise pas, ces moyens d'enquête. Et qu'on ne les interroge pas, et que quand vous êtes juge d'instruction et que vous dites à la PJ que vous avez saisi, je voudrais bien que vous fassiez une filature, des écoutes, ils vous regardent en disant, mais non, c'est pas pour ces affaires-là. Alors moi, j'interpelle la police en permanence en leur disant, si, ces moyens d'enquête, ils sont aussi pour ces affaires-là, et je veux que vous les mettiez en mouvement dans ces affaires-là, comme on le fait pour les affaires de stupes. Je trouve qu'on mobilise beaucoup trop de forces policières et de gendarmerie sur les affaires de stupéfiants, et pas assez sur les questions de violences faites aux femmes.
Alors, je crois qu'il y avait des questions d'Anne-Cécile Milfer en particulier. Je peux en prendre deux. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Je kiffe avoir je voulais quand même appeler, parce que j'avais un peu l'idée de poser la même question, la question de Frédéric, puisque c'est ça. Parce qu'en fait, elle me semble quand même en réalité vraiment cruciale, et je crois qu'elle a été baladée, écartée un peu rapidement, parce que la question, alors, justice restauratrice ou pas, ce terme-là ou un autre, mais quand même, ce qu'on est en train de constater là, et ce que vous nous dites, Gwenola, c'est quand même le constat d'une, certes, une bonne volonté, beaucoup de travail, et oui, 80% des affaires dans les cours d'assises, c'est des viols, et tout ce que vous mobilisez, mais comme l'a souligné encore Emmanuel, moins d'1% de violeurs condamnés. Donc, malgré la bonne volonté, malgré le fait que vous êtes en train de féminister tout ça, ça ne marche pas. Et comme l'a aussi rappelé Emmanuel, une personne qui n'est pas reconnue comme victime dans son parcours, il y a aussi de fortes chances que ces violences se reproduisent d'une génération sur l'autre et qu'en réalité on ne s'en sort jamais. Et a-t-on vraiment, réellement et sincèrement, pense-t-on vraiment qu'on peut réussir à reconnaître comme victimes les 95 000 femmes qui sont adultes majeures, qui sont violées chaque année? Pense-t-on vraiment, sincèrement, une seule seconde là dans cette pièce, qu'on va pouvoir condamner 95 000 violeurs par an? On les fout où ces mecs? On n'a pas la place, on n'a pas les moyens, et souhaite-t-on vraiment ça? D'autant plus, comme l'a rappelé Frédéric, ces violences, elles sont très particulières, non seulement parce qu'elles sont massives, mais parce qu'elles sont dans les familles, c'est entre voisins, c'est entre collègues. En réalité, ce que les hommes nous font vivre, c'est une guerre civile. Alors comment on fait pour sortir de ce genre de choses, de ce genre de violences qui sont partout, tout le temps, massivement, et qui sont entre personnes qui s'aiment, qui se connaissent depuis toujours et qui vont se retrouver? Comment on fait? Et pense-t-on vraiment que notre justice est en capacité de vraiment rendre justice? Oui, il faudrait. Je suis d'accord. Mais quand on a pensé à s'occuper des hommes violents et qu'on a essayé autre chose que la condamnation, y compris on ne peut pas traiter un homme violent parce qu'il ne vient pas s'il n'y a pas de condamnation. On est quand même autour de ça. Alors tu n'es peut-être pas condamné à 18 ans de prison, mais si tu n'es pas reconnu coupable, eh ben, ils ne viennent pas. Donc, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête pour les femmes. Qu'ils arrêtent de faire. Or, pour l'instant, on n'a pas vu, et y compris qu'ils récidivent dans un certain nombre de cas, donc ça ne suffit pas forcément, mais ça veut dire probablement une peine, mais ça veut dire aussi une obligation de soins. Et ça veut dire aussi que les collègues qui soignent acceptent les obligations de soins, ce qui est une deuxième chose. Moi, je suis sensible, Anne-Cécile, au fait que vous disiez on a balayé ça trop vite. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir balayé ça tout à l'heure. J'ai dit c'est un choix. Il va falloir que nous fassions un choix. Si on veut que la société s'occupe de cette question de manière différente, ou si on veut que ce soit la justice pénale. Auquel cas, il faut construire des prisons, parce qu'aujourd'hui, on a déjà 70 000 personnes en prison en France. Je vous précise que sur ces 70 000 personnes en prison, c'est 95% d'hommes. Ça, c'est quand même aussi un vrai sujet. Toute cette justice pénale qui ne fonctionne que pour les hommes. Moi, je travaille toute la journée pour les hommes, en fait. Toute la journée, je suis mobilisée pour les hommes, parce que je fais que ça, traiter des hommes. Sans compter, vous le savez, que se met en place en quelque sorte dans nos tribunaux un face-à-face anthropologique entre les femmes et les hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 3 femmes à la table de justice, des avocates, et nous avons en face de nous une salle de 70 hommes convoqués à la correctionnelle à 14h. Donc, qu'est-ce que c'est que ce face-à-face qui est en train de se mettre en place, où nous, les femmes, nous rappelons la norme, nous rappelons la règle, dont je rappelle en plus que cette règle et cette norme, elle est fabriquée par des hommes, parce que les députés et les sénateurs de notre pays, ce sont des hommes. Excuse-moi, Laurence. Voilà, donc ça fait un espèce de mélange un peu bizarre qui est en train de se mettre en place. Et moi, ce face-à-face anthropologique qui est en place désormais dans ce théâtre judiciaire m'interroge. Oui, je vois que tu souris déjà. Alors, j'ai pas eu l'impression de balayer, je suis désolée si c'est l'impression que ça a donné. J'ai eu un point de vue, je crois, catégorique, plus exactement. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que,
en partant du constat qu'il y ait peu de condamnations, je ne voudrais pas que la conséquence ce soit de se dire on va trouver d'autres solutions que des déclarations de culpabilité. En fait, moi je trouve qu'il ne doit pas y avoir d'autres solutions que des déclarations de culpabilité. Déclarer coupable, ça ne veut pas dire une peine d'emprisonnement ferme, mais un lieu d'incarcération. Il y a tout un tas de modules, il faudrait en parler pendant des heures, mais la réponse pénale, ce n'est pas forcément une incarcération, en tout cas pas pour les premiers faits, et pas pour les faits qui sont de nature criminelle. Donc ça, c'est la première réponse. Se dire que parce qu'on a très peu de condamnations, Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure, on est à 0,3%, donc moins d'1%, et de se dire, du coup, la solution, c'est comme on n'a pas assez de budget, pas assez de magistrats, pas assez de policières et de policiers, qu'il nous manque de l'argent, pas assez de prisons, pas assez d'aide sociale à l'enfance, on pourrait passer tous les maillons de la chaîne, que du coup, la réponse, j'écourte et je schématise, ce serait la justice restaurative. Je trouve que ce n'est pas une bonne solution. Je ne dis pas que la justice restaurative, elle ne sert pas à d'autres choses, mais moi, en tout cas, je la pense après ou dans un autre trait de temps que se dire que la victime va être reconnue au travers de la justice restaurative. Non, et surtout qu'en fait, quand on parle de violence intrafamiliale, on parle de quelque chose qui se passe à huis clos, qui est de la sphère de l'intime. La justice, c'est public. La justice restaurative, ça ne l'est pas. Je schématise, je suis désolée, mais groupe de parole pour essayer de faire avancer. C'est pas une réponse pénale, en fait, la justice restaurative. Il y a peut-être d'autres voies, mais peut-être. Mais à mon sens, on ne peut pas faire l'économie de la déclaration de culpabilité. Après, éventuellement, parlons de la peine et des modalités derrière. Mais la déclaration de culpabilité, en tout cas, les femmes qui arrivent dans nos bureaux, et même les enfants, quand vous les interrogez, c'est bien sûr que l'autre, l'agresseur, soit reconnu coupable et que eux et elles soient reconnus victimes. Voilà. C'était plutôt ça le sens de ma réponse. Je ne sais pas si je suis plus claire. Avant de donner la parole, je pense à la table ronde suivante. Catherine Lemaguerès voulait intervenir. Juste pour rappeler que la loi a aussi une fonction pédagogique par rapport au nombre de personnes qui vont être condamnées. Avant, l'objectif, c'est que la loi empêche les agresseurs d'agresser. Et donc, si on a une loi claire, ça permet d'écarter, enfin, de les empêcher de passer à l'acte. Il y a eu une étude de l'ONU comme ça, de mémoire, ça concernait des hommes des pays d'Asie du Sud-Est, où leur question leur était posée, si vous êtes sûr d'être attrapé, est-ce que vous commettez un viol? Vous connaissez la réponse? Non. Donc, appuyons-nous aussi sur une loi extrêmement claire et sous la certitude d'une sanction. Si on a la certitude d'une sanction, je pense qu'un certain nombre d'agresseurs, qui sont des agresseurs aussi d'opportunité, aussi, celle-là, elle est bourrée, là, je peux y aller tranquille. Et en plus, l'impunité est quasiment garantie, parce qu'effectivement, avec des chiffres de 1%, on peut se dire que l'impunité est garantie. Commençons par être plus efficaces, et peut-être qu'on arrivera à diminuer aussi le nombre de passages à l'acte violents et de crimes. La question de l'exemplarité, ça vient marcher. Merci énormément pour toutes les questions qui ont été abordées sans avoir peur de faire face à leur complexité, à la fois en termes de ce que ça dit, de la conception du juste et du contrat social qui nous lie, mais aussi des modalités pratiques d'application. Et j'ai en particulier trouvé très intéressant la question à la fois de l'attachement au principe du droit, en particulier à la présomption d'innocence, mais aussi la nécessité de donner un crédit de crédibilité, de véracité. Je trouve que la comparaison avec les autres types de recours juridiques est pertinente, puisque ça dit une suspicion sur ces enjeux, une dépolitisation de ces enjeux, une psychologisation de ces violences. Donc là, on a quelque chose de très intéressant. Et puis sur les alternatives à la justice pénale, moi, je trouve que la réponse par la dimension pédagogique et le rôle central de la sanction. Le droit, c'est de la norme commune assortie d'une sanction. C'est de la norme qui dit le juste assortie d'une sanction. Et très souvent, Annie Junter, une juriste avec qui j'ai travaillé, disait en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, le droit est hors la loi. C'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir toujours se poser la question de la sanction, faire des recours spécifiques pour les applications. On le voit sur les questions de l'application de la directive sur l'égalité salariale, pour parler de tout à fait autre chose. Mais il faut qu'il y ait des recours pour l'appliquer, alors que la directive, elle date des années 70, les lois à partir de 80. Donc on a quand même cette idée qu'il y a déjà eu tout un chemin à faire en termes de reconnaissance du fait que la non-violence, l'application de l'égalité était légitime
en ce qui concerne tous les individus, quel que soit leur sexe. Il y a déjà eu tout ce travail-là généalogique à faire. Aujourd'hui, on est censé avoir ce consensus politique-là, qui n'est absolument pas un consensus, on l'a vu pour l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes du même sexe. Je crois qu'il faut avoir conscience que là, il n'y a pas de consensus en termes de contrat social, mais on fait semblant de croire qu'on est une république féministe et qu'on l'a toujours été, puisqu'on pose l'égalité femmes-hommes comme une valeur commune de la République, ce qui est un non-sens historique et théorique. Mais disons qu'on y croit et qu'on se dit que ça nous sert d'y croire et que la République, c'est l'égalité, et en particulier l'égalité femmes-hommes. Même si on se dit ça, si on ne se donne pas les moyens de l'appliquer, en particulier par le pilier de la sanction, on met de la soft law dans la hard law. On est dans quelque chose qui est complètement... on déjuridicise le droit. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai en particulier pas mal travaillé et que je trouve plein d'ambivalence, plein de dilemmes, mais c'est important de le dire. Et en effet, le droit, il est effectif parce qu'il est aussi à la fois pédagogique, mais aussi parce qu'il est dissuasif, parce qu'on sait en effet qu'il y a une norme, mais qui n'est pas qu'une norme ostentatoire, rhétorique, instrumentalisée pour stigmatiser d'ailleurs certains groupes plus que d'autres. C'est une norme qui s'applique à toutes et à tous de manière réelle. Et malheureusement, sur ce point-là, ce n'est pas le cas. Donc moi, alors là, je sors de mon rôle d'animatrice, mais je pense que c'est quand même très important de se rendre compte de nos contradictions collective, de ce qui se joue dans notre inconscient. On a un surmoi très sympathique aujourd'hui en République française. On a un ça qui est quand même qui nous torture individuellement et collectivement, notre héritage, notre ça. Et on a un moi complètement schizophrène, malade. Voilà, moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai juste envie de pleurer. Voilà. Donc, pour arriver à être à la hauteur de notre surmoi, il faut assumer notre ça, qui est vraiment pas beau. Voilà. Et il faut se donner les moyens d'avoir un moi cohérent, d'un moi courageux, qui assume les divergences, qui assume les confrontations, parce que oui, on n'est pas toutes et tous d'accord. Il va falloir qu'on arrive à se dire qu'être républicain, c'est appliquer nos fameux principes pour toutes et pour tous, et sans donner les moyens. Par les sanctions, moi je crois que malheureusement, il faut en passer par là. Mais avant tout, par le fait d'être cohérent. Et en effet, moi je trouve très intéressant quand vous comparez avec les moyens qu'on donne pour lutter contre les stupéfiants, pour arriver à récupérer des vélos, ou en tout cas pour faire une déclaration de perte des vélos. Donc là-dessus, qu'est-ce que ça dit de notre rapport au juste, de notre rapport à la justice, collectivement, politiquement, individuellement? Donc moi, je suis ravie qu'on soit là aujourd'hui pour poser ces questions, pour réfléchir aux principes fondateurs qui sont les nôtres, pour être à la hauteur, pour se dire que la présomption d'innocence ne doit pas être le masque de l'impunité, mais pour autant de ne pas tomber dans ce qui ne peut pas être de l'ordre du débat et de l'échange comme ce qu'on vit aujourd'hui. Donc donnons-nous les moyens à la fois intellectuels, humains et pratiques de porter ces enjeux collectivement, et merci de vos places, de vos engagements, d'avoir pu discuter avec, je trouve, courage, lucidité de ce qui nous attend pour enfin être à la hauteur de nos principes dans nos pratiques et nos vies. Merci beaucoup.